Après de nombreuses années à tenter de surpasser la royauté corrompue, la famille Corleone des temps modernes dérobe enfin leur trésor le plus précieux une nuit, déclenchant une bagarre entre eux et les larbins du roi. Cependant, leur opération tourne mal quand les seigneurs du rebondissement interviennent, et le trésor, un sac rempli de cartes de poker, se brise durant leur fuite. Ces cartes ne sont pas celles que l'on achète au magasin du coin, mais furent conférées à ce pays par Dieu lui-même, et il y en a 52, toutes avec des codes de triche de super-héros instantanés. Cependant, à cause de cet échec d'opération, elles finissent dispersées à travers tout le pays, donnant aux ratés et aux voyous des rues une chance de devenir leurs propres cavaliers des caïmans locaux. Dans ce pays obsédé par le poker, vit Finn, un raté laid, bon à rien et fauché, dont le super pouvoir est le vol à la tire et d'être totalement effronté à ce sujet. Un matin, il se lance dans le plus grand casse de tous les temps, et avec l'aide de son acolyte Super Chien, réussit à voler une montre en or et 2 téléphones portables à des passants idiots. Après avoir atteint ce jalon majeur, il traîne son cul de raté jusqu'à l'orphelinat où il a grandi, pour apprendre que le propriétaire cupide prévoit de le vendre à une mafia d'entreprise car son père adoptif, Lindsay, n'a pas pu payer le loyer à temps. Suite à cela, il décide d'utiliser son privilège de protagoniste pour empocher de l'argent, pour se faire intimider par des petits gamins qui lui rappellent à quel point il est vraiment au chômage et fauché. Il les ignore et se dirige vers un prêteur sur gage avec tous ses biens précieux, espérant empocher au moins 1 million de dollars en échange et sauver sa maison pour apprendre qu'il a été arnaqué, bien qu'il se proclame lui-même maître arnaqueur. Il s'avère que la prétendue montre en or qu'il a volée n'est pas du tout en or, et les téléphones qu'il a volés ne peuvent pas être revendus. Dès qu'il devient évident que sa chance est au plus bas, il change de carrière et fait ce qu'il fait de mieux, se déshabiller. Cependant, quand il essaie de vendre ses vêtements sales et puants pour quelques misérables centimes, le propriétaire du magasin trouve une des 52 cartes de poker dans sa poche et mentionne que cela vaut une bonne somme d'argent seulement pour qu'il invoque son radin intérieur et refuse d'échanger. Suite à cela, le propriétaire lui fait comprendre qu'il n'a aucun intérêt pour son cul fauché et le jette, lui et son existence sans valeur, hors de son magasin. Cet échec total amène son idiotie à la version parodique de Las Vegas de bas étage, où il espère miser sur sa chance et, étonnamment, y excelle. Après avoir mis KO quelques gosses de riches gâtés dans les premières rondes de poker, un vieil homme laid apparaît, qui ressemble à la version bricolée de Wolverine, et lui aspire toute la bonne chance en un clin d'œil. Après avoir battu Finn à plate couture, ce type se dirige vers des machines à sous et commence à empocher encore plus d'argent. Finn le suit juste après, espérant lui montrer qui est le plus grand patron, du moins en matière d'arnaque, pour devenir lui-même la risée. Après avoir réalisé qu'il ne peut pas gagner contre ce seigneur de la chance, il essaie de s'associer, mais le vieil homme puant le rejette. En entendant cela, Finn réalise que sa seule chance de sauver son orphelinat est de voler ce type. Mais son idiot finit par se heurter à des ratés et le transforme en une sensation du jour au lendemain au casino. Suite à sa grande victoire, le vieil homme attire l'attention du directeur du casino, qui le séduit avec la promesse d'un traitement de princesse de premier ordre pour le conduire à un débarras délabré. Là, il essaie de le fouiller pour ses astuces de triche, en particulier ses gants suspects, que le directeur suppose être derrière ses victoires consécutives. Cependant, dès que l'imitation de Wolverine joint ses mains, son code de triche de bonne chance s'active à nouveau, et ceux qui essaient de le fouiller sont projetés par la fenêtre. Juste au moment où cela fait se demander au directeur s'il est sous l'effet d'une pilule, son garde du corps sort le plus grand rebondissement de tous les temps, une carte très similaire à celle que Finn possède, et met aussi ses gants Gucci, faisant se demander au directeur pourquoi il transforme son interrogatoire en défilé de mode. Cette question lui coûte un bras car il se transforme en bille au toucher de l'imposteur. Pendant ce temps, un autre type en costume flashy de Walmart sprint sur les lieux, tandis que le type suspect montre à l'imitation de Wolverine à quel point il est bon avec sa langue et le menace de transformer sa femme et son enfant en chef-d'œuvre de marbre s'il ne lui donne pas la carte qu'il utilise pour augmenter sa chance. Avec sa vie et ses boulettes de viande en jeu, il défait rapidement sa magie et retransforme les gants en sa carte, faisant fantasmer l'imposteur sur sa prochaine promotion. Cependant, le type flashy apparaît alors et gâche sa fête avec un coup de feu de son arme, expliquant qu'il a aussi besoin d'une promotion. L'imposteur esquive l'attaque et transforme l'arme du type flashy en jeu de lance-pierre, pour subir des lésions cérébrales de son prochain coup de pied. Alors que ce nouveau type sort une carte et met aussi ses gants de magasin à 1 $, Finn se demande quand le poker est devenu si violent. D'autre part, tandis que les types essaient de se botter le cul, le type chanceux essaie de s'échapper, seulement pour trébucher et se faire tirer dessus, réalisant que les seigneurs de la chance l'ont abandonné. Alors qu'il essaie de la reprendre au type aux sourcils de chauve-souris, il transforme sa tête en smoothie à la framboise et reporte son attention sur le type en costume.
Finn profite de cette opportunité pour s'échapper mais ne part pas les mains vides car son vol à la tire s'avère enfin utile et il vole la carte du type chanceux à l'imposteur. Alors que Finn s'enfuit avec une voiture volée et de grands rêves sur la façon dont il sauvera son orphelinat en utilisant cette carte chanceuse, l'imposteur le suit dans sa voiture flashy et viole plus de 50 lois de la circulation. Il tire ses billes sur Finn, jacassant sur le fait qu'il n'a aucune idée de l'importance de ces cartes pour percuter de plein fouet une autre voiture en excès de vitesse sur un pont. Alors que Finn survit à l'accident grâce à son armure scénaristique, il découvre que l'autre voiture appartenait au type en costume flashy d'avant qui lui demande poliment la carte volée. Cependant, avant qu'il ne puisse conclure un accord commercial, le type aux billes lui tire une balle dans la tête et dit à Finn que son cerveau sera le prochain s'il ne lui remet pas la carte. Fatigué de ses jacasseries, Finn sort enfin sa carte, lui donnant le choc du siècle, et met aussi ses gants Gucci alors qu'un pistolet se matérialise dans sa main. Juste au moment où l'autre type tire sa bille sur Finn, il tire aussi son coup, qui transperce la bille et effleure le bras du type, le mettant essentiellement hors d'état de nuire. Cependant, avant que Finn ne puisse passer à autre chose, le type flashy se réveille d'entre les morts, se demandant si Finn est aussi un joueur, et pointe son arme sur lui, disant qu'il doit lui voler la carte chanceuse, même si cela le tue. Alors que les deux continuent de se regarder comme des amants maudits, le type flashy commence à jacasser sur le fait que Finn ne devrait pas voler les autres, presque comme s'il n'était pas lui-même en plein casse de poker, seulement pour que Finn pointe son arme sur lui et menace de lui tirer dessus. Ce junkie de l'adrénaline s'approche de Finn et lui dit de tirer, seulement pour que leur bromance soit interrompue par une autre voiture qui projette des lianes sur Finn, le mettant essentiellement KO. Il se réveille plus tard dans une pièce luxueuse entourée de 3 autres personnes flashy en costume et réalise que le vieil homme dont la spécialité est la préparation du thé connaît son nom. Non seulement cela, mais ses aspirants Ocean's 11 connaissent même sa boisson préférée et la taille de son aubergine. Juste au moment où il est sur le point de signaler ses harceleurs au 911, le type d'avant entre et dit à Finn d'oublier sa carte et les événements de la nuit dernière. Quand il proteste, il lui enfonce son pistolet dans la bouche, menaçant de lui faire sauter le cerveau vide seulement pour qu'un appel téléphonique interrompe ses funérailles. Alors que le vieil homme tend la main pour répondre, la police suit un type louche en ville pour tomber sur un costaud qui se prend pour The Rock. Après avoir exhibé son armure scénaristique par balle, ce type apprend à la police qui est le vrai patron. D'autre part, le vieil homme au studio de voitures de luxe devient le professeur non rémunéré de Finn et explique comment sa carte d'apparence ordinaire est un code de triche surpuissant pour acquérir des pouvoirs spéciaux. Le hic, c'est que la carte choisit son joueur, donc tout le monde ne peut pas l'utiliser à sa guise, et ceux choisis par elle sont appelés des joueurs. Juste au moment où Finn se demande pourquoi le pistolet n'est plus dans sa bouche, le vieil homme explique comment ces cartes sont actuellement dispersées à travers tout leur pays, et eux, étant les Ocean's 11 personnels du roi, ont reçu l'ordre de les collecter. Finn dit qu'il n'est pas intéressé par toutes ces jacasseries, seulement pour qu'ils disent au type fauché de s'y faire, car il sera leur nouvel employé à partir de maintenant. Alors que les autres employés se demandent ce qui se passe tout d'un coup, le vieil homme se présente comme Bernard le majordome et vante leur entreprise automobile Pinochle, expliquant comment ils vendent des imitations de Tesla comme couverture, et en coulisses, opère une escouade suicide légale. Finn se demande pourquoi il devrait accepter son offre, alors qu'il est parfaitement content d'être misérablement fauché pour apprendre que le type aux billes de marbre nommé Bobby est en fait un membre de la famille Corleone des temps modernes, les Klondike, qui peuvent facilement le retrouver pour lui prendre sa carte. D'autre part, s'il reste ici, il sera en sécurité et gagnera pas mal d'argent. Comme un vrai roi capitaliste, il dit immédiatement oui en apprenant combien d'argent il gagnera, et l'imitation d'Alfred, lui rendant sa carte, l'accueille immédiatement dans leur gang criminel. Après cela, il assigne Chris, le type flashy d'avant, pour encadrer Finn, et la première chose qu'il fait est de l'emmener dans un magasin de vêtements pour lui acheter aussi un costume flashy afin qu'il puisse s'intégrer au reste du groupe. Finn lui demande comment il a pu ressusciter après que le type aux billes l'ait très certainement tué, et il révèle que l'immortalité est le pouvoir de sa carte. Suite à cela, il se dirige vers un café pour prendre quelque chose de sucré, et Chris met immédiatement son pantalon de playboy et commence à draguer les filles. Juste au moment où Finn lève ses yeux de rater vers lui, un pseudo-athlète intimide un pauvre serveur chétif pour avoir accidentellement taché son gilet à 2 $, ce qui énerve Finn. Alors qu'il canalise sa police intérieure de la justice, le type jette ses poings seulement pour que Chris intervienne et sauve le cul faible de Finn. Plus tard cette nuit-là, il rend visite à Lindsay et exhibe son nouveau titre de poste, promettant de gagner assez d'argent pour sauver son orphelinat. Mais Lindsay lui fait la morale sur le fait que l'argent n'est pas tout ce qui compte, mais la façon dont il le gagne. Le lendemain matin, le klaxon bruyant de Chris le réveille, et après l'avoir taquiné pour n'avoir pas claqué de fesses, il l'emmène dans une course-poursuite inspirée de Fast and Furious, faisant se demander à Finn comment il a obtenu son permis de conduire.
Voyant la voiture chère de Chris s'approcher d'eux, même la police s'écarte et il met immédiatement ses gants de grand garçon, disant à Finn de s'asseoir et de regarder Senpai s'occuper de cette mission. Cependant, le copieur suit juste après alors qu'il se rapproche du camion qu'ils suivent et sort son arme, visant à tirer sur le pneu. Cependant, son petit plan est ruiné car le costaud d'avant apparaît et saute sur la voiture, faisant instantanément reconnaître à Finn le chétif du café. Il découvre aussi que ce type est pare-balles, alors Chris lui donne le mal des transports et vérifie s'il est aussi résistant aux dégâts. Une fois son hypothèse prouvée correcte, il déduit que le super pouvoir de ce type est de durcir son corps. Cependant, avant qu'il ne puisse expliquer quoi que ce soit, Finn s'avance avec son idiotie et son arme faible comme l'enfer. D'autre part, le propre Sherlock Holmes de la ville, appelé Young, arrive sur les lieux du crime et laisse tout au joueur, agaçant son acolyte Tatillon Sugar. De retour à l'événement principal, Finn s'étonne du trouble bipolaire de ce type et ne parvient pas à le maîtriser avec son arme magique, seulement pour que Chris intervienne avec son grand cerveau. Pendant que le costaud l'étrangle, il le conduit dans la mer, expliquant à Finn, de manière condescendante, comment il doit parfois utiliser son insignifiance. Cependant, même lorsque la carte du costaud se désactive avec succès, Chris a du mal à s'échapper de sa voiture en train de couler, seulement pour que Finn intervienne avec son œil d'aigle et son pistolet. Après que la journée soit sauvée, le type à l'aloe vera et Chris accueillent Finn à High Card, leur gang criminel chic, tandis que le leader Théodore dit à Bernard de virer Finn s'il ne produit pas de résultats. Quelques jours plus tard, un culte louche prie un dieu du feu improvisé et est béni avec une carte de poker. D'autre part, Finn obtient enfin son propre costume chic et s'imagine défilant à Paris quand il remarque un enlèvement en plein jour. Alors qu'il suit la voiture sur un scooter volé, les criminels peureux qui se chitent pratiquement dessus à cause de l'aura alpha du gosse de riche enlevé, lui disent d'eau la cause d'appeler son père, de supplier son pardon et de lui dire de leur apporter 10 000 $. Le gamin, qui n'en a rien à faire de tout ça, leur dit qu'il ne se souvient pas de son numéro de téléphone, ce qu'il croit pin, à peine. À peine avant qu'il ne puisse lui en faire une, Finn tire sur les pneus de leur voiture, la mettant hors d'état de marche. Juste au moment où les deux ratés essaient de comprendre ce qui s'est passé, il s'échappe avec le gosse de riche et l'emmène dans un café local. Cependant, au lieu de le remercier de lui avoir sauvé la vie, le bébé Nepo Snob lui dit de le laisser tranquille, et quand Finn le supplie pratiquement d'être remercié, il lui prêche des conneries sur la façon dont il doit respecter les règles de circulation et valoriser la vie de la victime, au lieu d'essayer de jouer au Terminator tout le temps. Juste au moment où Finn se remet de ce choc, les ravisseurs apparaissent et commencent leur histoire d'origine de méchants sur la façon dont le père de ce riche a détruit leurs moyens de subsistance, seulement pour que le gamin dise qu'il est tout à fait naturel que les riches dévorent les forts les pauvres. Alors qu'il sort, déclarant qu'il n'a pas de temps à perdre avec des pleurnichards comme eux, Finn essaie de les motiver à entrer dans leur arc de rédemption, seulement pour qu'ils lancent des coups de poing. Il esquive facilement leurs attaques et explique que, même s'il comprend que leur histoire est tragique, ils ne peuvent pas simplement aller enlever des gens. Cependant, rien ne leur rentre dans la tête. Alors pendant qu'ils sèment le chaos, le bébé Nepo savoure un thé chaud jusqu'à ce que Sugar arrive et les arrête tous, y compris Finn et le gosse de riche. Dans la salle d'interrogatoire au poste, Finn essaie une fois de plus son Tok no Jutsu sur le gosse de riche, seulement pour déclencher ses problèmes paternels et le faire partir. Il le suit discrètement, seulement pour découvrir que personne ne les arrête. Plus tard, alors que Sugar proteste contre cela, Young lui dit d'arrêter d'être une chieuse agaçante si elle tient à sa vie sans valeur. D'autre part, les deux autres ratés sont secourus par leur sœur aînée toxicomane, qui fait irruption avec le pouvoir de sa carte de poker et jure d'infliger une punition divine au bébé Nepo. Pendant ce temps, malgré l'avoir ignoré au début, le gosse de riche est séduit par Finn après avoir mangé son hot dog et l'entend plus tard parler de son histoire tragique et comment il n'a jamais revu ses parents après leur mort dans un accident de voiture qui, miraculeusement, ne l'a pas égratigné. Cela les promeut au statut de meilleurs amis, et alors qu'ils prennent plus tard le métro pour rentrer chez eux, la salope psychotique d'avant apparaît avec ses laquais faibles comme des nouilles et commence à faire rôtir tout le train dans l'espoir d'avoir le père du bébé à fonds fiduciaires au téléphone. Initialement, il insiste sur le fait qu'il ne connaît pas son numéro, mais après avoir vu Finn souffrir sous la chaleur, il accepte leurs conditions, alors que le trio de toxicomanes les emmène à leur cachette secrète et s'immerge dans leurs étranges rituels sataniques. Finn sort les clés qu'il avait précédemment volées et libère leurs mains des menottes. Juste à ce moment-là, les faibles s'approchent de Finn, et après avoir révélé comment ils feront de la chair à pâté du gosse de riche, ils commencent à se demander qui est ce type fauché à côté de lui. Finn n'est pas très content d'entendre cela, et dans un accès de réaction excessive, sort sa carte et leur lâche de l'artillerie lourde. Juste au moment où il dit au bébé Nepo de courir dehors, il lui dit de faire attention à la situation, seulement pour que Finn parte de son côté. La salope psychopathe survit à l'attaque et le poursuit.
Finn, d'autre part, réalisant que ses balles sont trop faibles pour la contrer, se cache derrière des barils pendant qu'elle fait de son mieux pour faire rôtir son idiot. Finalement, il est maîtrisé, et juste au moment où il est sur le point de rencontrer Dieu, la voiture antique de Chris s'écrase pour le sauver. À la grande surprise de Finn, Chris est tout aussi surpris de le voir là, et il s'avère qu'il est là pour le gosse de riche dont le nom est Léo. Il lui demande combien d'argent il a apporté, seulement pour apprendre que c'est $1 million. En entendant cela, les voleurs fauchés leur rappellent qu'ils ont demandé 10. Cependant, avant qu'ils ne puissent mettre la main sur l'argent, Léo sourit et sort sa carte, faisant tomber la mâchoire de Finn. Il donne ensuite un coup de pied à l'argent en l'air, et juste au moment où les ratés essaient de l'empocher, il le transforme en un canon lourd et surpuissant et les envoie en un seul coup dans l'oubli. Plus tard, alors qu'il ramasse la carte de la salope psychopathe, sa statue de dieu en épin commence à s'effondrer sur Léo, seulement pour que Finn joue son chevalier en armure brillante et le sauve. En guise de remerciement, il lui colle un pansement sur le visage, affirmant qu'il n'avait pas besoin de son aide, laissant Finn content de toute façon. Plus tard, sa mâchoire tombe pour la énième fois ce jour-là, quand il découvre que Léo, malgré être un total crevette, est le directeur de leur branche, Pinacle, et le fils de leur leader, Théodore. Juste au moment où il se remet de ce choc, Léo les transforme, lui et Chris, en ses chiens de salon, et fait la morale à Finn, sur le fait qu'il ne devrait plus jamais jouer au héros imprudent. Quelques jours plus tard, Wendy, l'une des autres joueuses de High Card, rêve de son père et de son aura divine, alors qu'il maniait son katana, et se souvient que chaque fois qu'elle prenait sa carte, elle sentait que quelque chose la consumait. Elle rêve aussi qu'il lui disait toujours que si elle voulait hériter de sa carte, elle devrait mener la vie d'une geek solitaire. Un rappel qui la réveille. Dès qu'elle est debout, elle réalise qu'elle est en retard et reçoit un rappel quotidien de à quel point sa vie est vraiment foutue, étant donné sa maison minable et son alcoolisme limite. Alors qu'elle sort rapidement, une chose après l'autre ne cesse de lui rappeler pourquoi la mort est meilleure que la vie, et elle finit par rater le bus. Alors qu'elle arrive à peine au showroom, les cris d'horreur de Chris la saluent, alors que Finn décroche enfin un gros coup en tant que premier client, quelque chose que le senpai a du mal à digérer, étant donné son métabolisme faible. Il essaie de s'accaparer le crédit et blâme ses talents de Rizzler de premier ordre pour cela, seulement pour que Finn lui rappelle que cela l'aide seulement à claquer des méchantes, pas à décrocher des clients. Cette nuit-là, alors que le groupe se dirige vers un pub local pour célébrer, Wendy boit verre après verre et Chris commande son habituel milkshake au chocolat extra sucré pour réaliser son rêve de contracter le diabète. Juste au moment où il explique à Finn comment laisser Wendy tirer son épée est considéré comme le plus grand tabou à Pinocle, elle se saoule et commence à débiter des conneries sur la façon dont sa vie est pitoyable. Voyant cela, le type à l'aloe vera Vijay et Léo fuient la scène, laissant son cul ivre au duo d'idiots. Elle fait le même rêve le lendemain, mais cette fois, elle se dit qu'elle n'est pas son père. Cette seule affirmation l'aide à éviter tous les rebondissements ce matin-là. Elle réussit à arriver au travail à l'heure, seulement pour apprendre que Chris est en mission aujourd'hui, et Finn fait un essai routier avec son futur sugar daddy, c'est pourquoi elle restera au showroom, et Vijay partira aider Chris en cas d'urgence. Juste au moment où elle maudit sa malchance, le téléphone sonne, et elle halète en entendant la voix de Chris alors qu'il le met sur haut-parleur, tandis qu'il parle aux braqueurs lors d'un braquage de banque, se faisant passer pour un civil. Dès qu'ils baissent leur garde, il leur donne des coups de pied dans leur vilain visage, et deux otages stupides essaient d'utiliser cette chance pour faire leur grande évasion. Il finit par jouer leur héros bouclier, alors que les voleurs leur tirent dessus et se transforment lui-même en un désordre sanglant. Alors qu'il fait le mort, il dit à Wendy et Vijay de le rejoindre, car il a besoin d'aide. Et malgré l'ordre de rester au showroom, Wendy décide d'aller sur la scène de crime, disant qu'elle est en pleine crise d'adolescence rebelle. De son côté, Finn utilise ses talents de lèche-bot de rang S pour amadouer Monsieur Apple, le riche type qu'il veut comme sugar daddy, mais il change d'avis dès qu'il voit le beau visage de Chris alors que sa voiture passe devant eux. Simulant un mal de ventre et une attaque de diarrhée imminente, il laisse le pauvre type seul et rejoint Chris après qu'il a crashé sa voiture en essayant de poursuivre la machine mystérieuse du voleur. Cependant, alors qu'il croit avoir échappé à son cul relou, Vijay leur montre pourquoi on l'appelle le type à l'aloe vera et les bloque avec ses vignes. Ils enclenchent la marche arrière pour le déjouer, mais Wendy apparaît en patronne et active enfin sa carte surpuissante. Avec son katana rengainé, elle bat 3 des 4 types casqués en un clin d'œil, et même quand le dernier la menace d'une prise d'otage, elle le met hors d'état de nuire avec un shuriken épée volant, seulement pour découvrir qu'elle a fait une énorme bêtise. Alors que le type à l'aloe vera se vide de son sang, il s'avère que l'otage est le vrai méchant. Un utilisateur de cartes capable d'utiliser le jutsu de clonage d'ombre. Ce fan de Naruto se présente comme John Doe et fait apparaître un autre loser comme lui avant qu'il n'attaque Busutus Wendy en même temps. Une fois encerclé,
elle canalise le pouvoir des flashbacks et dégaine son épée, tranchant tous les clones d'un coup. Cependant, juste au moment où Vijay croit qu'ils sont sauvés, elle se fait soudainement une nouvelle coupe et des implants de melon, et sa personnalité fait un virage à 180 degrés, la transformant en une bombe absolue. Le type à l'aloe vera, la mauviette, se cache immédiatement derrière un poteau, laissant John Doe se faire défoncer tout seul. Alors que l'alter ego de Wendy voit tous ses clones comme un buffet à volonté, Vijay prévient Chris de l'arrivée de Love P. Lui, d'autre part, explique à Finn comment, en dégainant son épée, la personnalité plus sexy de Wendy prend le dessus, une tueuse à sang-froid, bien plus dangereuse que leur John Doe, faible comme pas possible. De retour sur la scène de crime, le Rhys de Love P fait s'évanouir John Doe et Vijay devient sa prochaine cible, mais l'héritier intervient avec un casier à 1 million de dollars pour l'enfermer. Cependant, juste au moment où il croit l'avoir, elle tranche facilement le coffre-fort et dégaine son épée sur l'hélicoptère bon marché de Léo, le transformant en un feu d'artifice diurne. Alors qu'il tombe sur le coussin de sécurité de Vijay, Love P décide d'en faire son prochain apéritif, mais un repas complet arrive sous la forme de Chris. Elle les appelle un couple parfait, alors qu'elle continue de l'attaquer et qu'il continue de guérir. Ça ne plaît pas à Finn, qui veut Chris pour lui tout seul, et il lui tire dessus jusqu'à ce qu'elle lâche le katana. Une fois le katana lâché, elle tombe inconsciente, et quelques heures plus tard, Wendy se réveille, dans une chambre à pinoche avec Finn qui l'attend à ses côtés. Après avoir causé tout ce chaos, elle essaye de jouer sa carte de victime et jure qu'elle ne fera plus jamais apparaître Love P. Mais Finn lui rappelle qu'elle peut faire ce qu'elle veut, car ils sont tous là comme ses serviteurs non payés pour lui essuyer le cul, ce qui la fait sourire. Pendant ce temps, après que John Doe a été placé en garde à vue, il s'avère qu'il est l'un des Klondike, et Young ne fait que soupirer, car il est fatigué qu'ils agissent comme s'ils vivaient dans un film de John Wick. Sugar, d'autre part, ne comprend pas pourquoi Chris n'est pas interrogé, et fait la morale à ses supérieurs sur le fait qu'ils doivent se ressaisir et s'en prendre aux employés de Pinnacle quand ils sont impliqués dans de telles choses, mais ils lui disent qu'ils ne sont pas assez payés pour ça. Juste à ce moment-là, un subordonné entre dans le bureau et déclare que la déception des Klondike ne veut parler à personne d'autre que Young, et il envoie son meilleur soldat à sa place. Voir une fille moche entrer au lieu du vieux Young irrite d'abord le criminel, mais quand elle offre de le protéger en tant que témoin en échange d'infos sur les Klondike, ce lâche de trafiquant cède rapidement et la manipule avec ses larmes de crocodile, se plaignant que la famille le tuera s'ils mettent la main sur lui. Elle lui fait un discours bidon sur à quel point la police est cool, et cette stupide mauviette croit instantanément qu'une fille idiote peut le sauver des Corleone des temps modernes. Pendant ce temps, le détective louche appelle Théodore, exigeant de savoir pourquoi ses employés se font arrêter ces derniers temps, mais il lui dit d'aller prendre l'air. À partir de là, Sugar endosse le rôle non rémunéré de James Bond, et en route pour un doctorat en stockologie, elle découvre que les employés de Peanut Paul n'ont aucun contact avec les Klondikes et ne font rien de suspect. D'autre part, Young tente sa chance, en s'incrustant à une fête des Klondike, et se moque de Bobby pour s'être fait avoir par un amateur et avoir été promu commis dans sa famille mafieuse. Ce type en a un SSPT et jure de défoncer Finn quand il mettra la main sur lui. Plus tard, alors que Young assiste à la fête, Van Klondike, le chef de famille, apparaît enfin et jacasse qu'il en a marre de faire des courbettes aux mêmes vieux hommes laids et regrette de devoir faire ça pour qu'il lui verse de l'argent de charité afin qu'il puisse terroriser plus de familles. Plus tard, il fait sortir un captif masqué qui faisait partie de sa famille jusqu'à hier et il s'avère être John Doe. Young n'est pas trop surpris car il l'avait vu venir de loin et apprécie le spectacle alors que Ban le réprimande pour avoir trahi sa confiance et sa famille juste pour s'épargner un voyage au pays de la déception. Même si John supplie de pardonner, ce mafioso de premier ordre ne fait que rire de sa misère comme un sadique de classe mondiale et transforme son cou en presse-agrumes en le tordant sur lui-même. Suite à cela, le crétin de John Doe se transforme en smoothie velours rouge pendant que tout le monde regarde ça avec horreur, jurant de ne jamais trahir ce psychopathe sadique. D'autre part, la paranoïa de Finn concernant les Klondike le pousse à sortir son arme sur une étrange harceleuse qui n'est autre que la reine des excentriques, Sugar. Grâce à ce coup de génie, elle capture le membre le plus bas de la hiérarchie de Pinnacle et le traîne au poste de police. Cependant, leur petit voyage se termine en désastre routier lorsqu'un bus scolaire les percute. Et ils y survivent à peine. Alors qu'ils se remettent de ce choc, Sugar réalise qu'elle s'est cogné la tête trop fort et la gravité disparaît soudainement et le bus commence à voler. Voyant cette horreur juste devant eux, Finn lui dit de lui enlever ses menottes. Et ils y parviennent de justesse et sauvent à leurs misérables fesses avant de se transformer en steak haché de Smash Burger.
Suite à cela, Finn trouve une méchante stylée avec des gants de créateur en édition limitée marchant vers eux, et réalise que son costume chic ne fait pas le poids face à elle. Même s'il pointe son arme sur elle, elle lui rappelle juste à quel point il est faible, et utilisant la télékinésie, répond à sa balle avec une voiture de sport de luxe. Suite à cela, elle déplace son attention sur le coup de Sugar qui se mêle de leurs affaires ces derniers temps. Et pendant qu'elle l'étrangle, elle joue aussi avec l'arme de Finn et la pointe dans sa direction. Comme ce gentil n'est pas encore prêt pour son arc de méchant, il parvient de justesse à rater la tête arrogante de Sugar et la méchante part avec un avertissement pour eux deux. De retour à la demeure des Klondike, Young rencontre Ban et son acolyte, Tilt, et lui demande ce qui se passe dans le pays suite à leur attaque du palais royal il y a un mois. Il se demande où sont les cartes qui étaient stockées dans la planque du palais, et pourquoi, suite à cet incident, de plus en plus de joueurs apparaissent dans les rues. Ban ne fait que sourire et lui dit d'arrêter de le traiter comme son BBC News personnel, et part après lui avoir dit qu'ils ne sont plus vraiment amis. D'autre part, Sugar réalise enfin dans quoi elle s'est fourrée et fait pipi dans sa culotte à cause de l'aura persistante de la méchante Emo. Finn lui dit qu'il vaut mieux qu'elle s'occupe de ses affaires désormais, mais elle insiste qu'elle est une intello qui ne peut pas dormir tant qu'elle n'a pas résolu ce mystère. Non impressionné, il lui fait un coup de Uno inversé en lui menottant la main à la voiture et part après lui avoir dit de se calmer. Le lendemain, alors que Young la récupère et la ramène au poste, cette salope agaçante continue de radoter qu'elle veut traiter ce mystère comme un BuzzFeed non résolu et n'arrête de jacasser que quand il lui dit comment John Doe, qui aurait pu être son atout maître, a été retrouvé mort la nuit dernière. Alors que cela lui donne enfin la douche froide dont elle a besoin, la famille Klondike se réunit et Tilt annonce qu'ils ont dû se débarrasser de John Doe pour le bien de la famille. Quelques jours plus tard, un bavard aléatoire dévoile l'histoire du pays de Forland, qui fut fondé après que 4 terres tribales différentes ont été fusionnées en une seule suite à l'attaque d'un groupe de créatures étranges sur les terres et leurs habitants. Comme ces mauviettes ne pouvaient pas les repousser, elles ont fait appel au seigneur des codes de triche, et un tel dieu, Lala, a répondu à leurs prières. Ce type est revenu avec une crevette, et sous son règne, a créé 13 cartes de poker surnaturelles pour chacune des tribus, et a ainsi rassemblé une contrebande de 52 chevaliers. Cependant, ces types ne pouvaient pas gagner contre les aliens, même avec le pouvoir de l'armure scénaristique, et le gamin crevette a été forcé d'utiliser le pouvoir des 52 cartes pour finalement gagner la bataille. Comme prévu, il est devenu le premier roi de Forland et la muse de nombreux aspirants Shakespeare dans la culture moderne. Bien que la plupart des gens normaux ne croient pas en ces cartes, ce bavard aléatoire révèle qu'à la grande vente aux enchères d'aujourd'hui, il mettrait une telle carte aux enchères, et comme prévu, l'un des invités principaux s'avère être le démon du poker, Léo. Son plus grand rival dans cette quête s'avère être une copie de James Charles avec des extensions capillaires appelées King, qui est moitié célébrité internet et moitié abomination humaine. Highcard ne peut pas croire qu'ils affronteraient un tel clown non plus, surtout Finn, mais il est trop occupé à vomir ses tripes pour se concentrer sur autre chose. L'homme à l'aloe vera révèle qu'ils échangeraient la vraie carte contre une fausse aujourd'hui, et la police intérieure de la justice de Finn est déclenchée, le faisant se demander s'il ferait encore un autre braquage de cartes aujourd'hui. C'est alors que Léo entre dans la pièce et lui rappelle que les cartes appartenaient initialement au roi avant d'être volées, donc il ne ferait que les rendre. Il remarque aussi que Finn est devenu bien plus laid que d'habitude et lui dit de quitter la mission d'aujourd'hui si ses tripes ne coopèrent pas, car ils ne peuvent pas le laisser peindre la réputation de Pinocchio avec ses paillettes intestinales. Alors que Finn proteste contre cela, Chris prend aussi sa défense et Léo ne parvient pas à lutter contre son Riz de Giga Chad, permettant à Finn de poursuivre le plan initial. Alors que leur plan est mis en action, Finn réussit à voler les clés à un garde malgré sa saga de vomissements en cours et les lance à Vijay. Il les emmène à Wendy, qui canalise sa demoiselle en détresse intérieure pour attirer l'attention d'un des employés du bateau de croisière, et le séduit pour entrer dans la pièce avec elle. Pendant qu'elle se retrouve dans une situation R18, les tentacules de Vijay mettent la main sur la carte de sécurité de ce type, que Chris utilise pour charmer son chemin dans le coffre-fort avec la carte de poker. Alors qu'il le conduit ensuite dans l'ascenseur en route vers la scène des enchères, Vijay utilise ses compétences de hacker à temps partiel pour manipuler les images de vidéosurveillance, car ils ne peuvent pas embaucher un hacker professionnel avec tout l'argent que Léo compte parier sur la carte pour surenchérir sur King, sa némésis autoproclamée. Pendant ce temps, le plan d'échange de cartes de Chris est réduit en poussière lorsque Blitz, le bras droit de King et la version humaine de Pikachu, apparaît derrière lui comme l'Undertaker et électrocute son existence stupide. Cependant, ses jambes robustes parviennent à le maintenir en vie, ainsi que son armure scénaristique d'immortalité. Pendant ce temps, King monte sur scène et commence à enchérir sur la carte, juste au moment où Léo réalise que son grand braquage a lamentablement échoué. Cela le pousse à tenter désespérément de surenchérir sur King, dont le cul mesquin ne va pas laisser un gamin gagner contre lui. D'autre part, juste au moment où le Talk no Jutsu de Blitz ne parvient pas à influencer Chris,
Finn arrive à son secours, seulement pour le mettre dans une autre situation d'otage à cause de ses problèmes intestinaux. Sachant qu'aucune carte n'est plus importante que leur bromance, il abandonne le combat, seulement pour donner immédiatement un coup de pied au troller en direction de la scène, s'assurant que le gros compte en banque de Léo finisse par l'obtenir. Cependant, le crétin de Finn sabote ça aussi, en s'accrochant au troller pour sa vie, et vomit plus tard ses paillettes sur le coûteux costume Gucci de Léo. Alors que cette épreuve le rattrape avant qu'il ne puisse annoncer son offre finale, King finit par le gagner pour 10 000 $, au grand déplaisir de Léo. Cependant, avant que le clown ne puisse célébrer sa victoire, la méchante stylée de Klondike entre en scène et utilise son aimant à Reese pour rattraper la carte et s'enfuir, laissant le pauvre King avec rien d'autre que ses larmes salées et ses caprices enfantins. Quelque temps plus tard, Chris part tester son Reese Sigma, seulement pour se faire rejeter par une fille qui ressemble à une royauté d'OnlyFans. Alors qu'il se remet de ça, Finn intervient avec son habile pickpocketage, seulement pour se faire gazer au poivre par la fille qui sait qu'ils sont après sa carte de poker. Elle sent aussi leur bromance de loin et les aide à se rapprocher en utilisant la capacité de sa carte et en collant leurs mains ensemble. Plus tard, malgré qu'ils se plaignent d'être forcés de faire des courbettes comme ça, les types finissent par partager le milkshake au chocolat extra sucré de Chris, pendant que Vijay utilise ses talents de harceleur pour découvrir qu'elle s'appelle Chelsea, une influenceuse Instagram autoproclamée. Suite à cela, les deux se rendent à une fête piscine de fil canon où Chelsea continue de rejeter les garçons et lui disent de détacher leurs mains si elle veut s'en sortir vivante. Cependant, ils finissent par faire les clowns et deviennent la risée de la fête pendant que Chelsea part en souriant. Sans plus d'autres options, Chris essaie de couper leur lien une fois pour toutes avec son poignard pratique, mais cela échoue aussi. Suite à cela, ce duo d'idiots suit la fille de partout, seulement pour être déjoué à la fin, et se prélasse dans un parc plus tard, où Finn mentionne que ça ne le dérange pas vraiment de rester ensemble comme ça. Cependant, Chris a d'autres plans, car il a un rendez-vous important le lendemain, et il essaie de l'entraîner pour un autre jeu de gendarme et voleur avec Chelsea, seulement pour tomber sur Monsieur Apple, qui a le cœur brisé en réalisant que son potentiel sugar baby a déjà un mec arc-en-ciel à ses côtés. Après lui avoir échappé, il coince Chelsea dans une ruelle, et elle explique qu'elle utilise sa carte pour trouver son âme sœur. Alors que Finn se demande quel genre de fantaisie Cendrillon elle vit, avec un visage aussi laid que le sien, Chris essaye de la soudoyer avec de l'argent et un traitement de princesse en échange de la carte, mais elle le rejette, le traitant de coureur de jupons sans cœur. L'homme cultivé est entièrement d'accord avec elle, mais alors qu'il essaie de la poursuivre à nouveau, Finn le retient et le traîne chez lui pour qu'ils puissent renforcer leur lien fraternel. Là, après avoir mangé de la nourriture en conserve presque périmée, ils finissent par dormir, seulement pour que Finn soit réveillé en sursaut par un rêve étrange plus tard. Chris le remarque, ce qui les amène à leur première session de discussion profonde et sérieuse, et il lui confie qu'il voit un type en armure noire essayer de le tuer depuis l'accident de voiture qui a emporté ses parents et son frère aîné. Cependant, Chris est plus intéressé par son téléphone et demande à Finn de ne jamais parler de ce qu'il verra à son rendez-vous demain. Le matin arrive, et le duo part rencontrer la nouvelle maîtresse de Chris, seulement pour que le monde entier de Finn s'effondre en apprenant qu'elle est en fait sa sœur Michelle. De plus, elle croit que son frère Playboy sort avec Finn et lui demande de prendre soin de lui, ce qui ne lui laisse pas d'autre choix que de jouer le rôle d'un mec arc-en-ciel. Au fur et à mesure du rendez-vous, Michelle raconte à Finn à quel point son frère est protecteur et gentil, le faisant se demander si Chris a un trouble de la personnalité multiple. Quand elle fait plus tard une pause pipi, Chris le remercie d'avoir joué le jeu devant sa sœur, car il ne lui a rien dit de ses affaires de cartes louches, ce que Chelsea entend par hasard. Elle réprimande une fois de plus Chris d'être un menteur et un triste, misérable hypocrite, ce avec quoi il est entièrement d'accord. Juste au moment où elle réalise que son complexe de dieu est à l'épreuve des balles, Michelle revient, et Chelsea est forcée de jouer l'autre meilleur ami de son frère. Elle est même invitée à les accompagner à leur rendez-vous au parc d'attractions, que la fille Snob finit par apprécier. Alors que le soleil commence à se coucher, Michelle demande à Chris de faire la grande roue avec lui, mais il la rejette et promet de le garder pour la prochaine fois. Quand Finn essaie de le convaincre de l'écouter, il lui dit de se mêler de ses affaires de famille, menant à une querelle d'amoureux, qui est interrompue quand Michelle s'effondre soudainement. Juste au moment où Chris perd complètement son sang-froid à cause de ça et que sa façade de Playboy tombe, Chelsea lâche sa main de celle de Finn et il emmène Michelle en urgence à l'hôpital le plus proche, se souvenant qu'elle a le même trouble génétique que leur mère et n'a plus beaucoup de temps à vivre. La pauvre fille survit à peine après avoir été réanimée à l'hôpital, et pendant que Chelsea et Finn lui tiennent compagnie, les médecins annoncent de terribles nouvelles à Chris concernant son état qui se détériore. Interrogé plus tard à ce sujet, il ment en disant que tout va bien, seulement pour que Chelsea le traite de menteur une fois de plus. Il lui rappelle qu'il n'est qu'un homme vide qui peut facilement mettre un autre masque, même s'il perd sa sœur. Mais maintenant qu'elle a vu qu'il est capable de montrer des émotions humaines,
elle lui dit qu'il changera un jour, et quand il le fera, il pourra avoir sa carte, une offre qu'il accepte immédiatement. Quelques jours plus tard, la même scène se répète dans le rêve de Finn, alors qu'il prend le bus. Et il imagine le type en armure noire essayant de mettre fin à sa vie sans valeur dans une maison en feu. Pendant ce temps, Monsieur Apple amène son cul-fouineur au showroom de Pinnacle et demande Finn, seulement pour être complètement dégoûté, en étant accueilli par l'eyeliner moche de Chris. Il lui dit que son sugar baby est en congé aujourd'hui et essaye de clarifier qu'il ne se tape pas dans le dos, mais Apple en a eu assez de son baratin et lui dit de dégager. D'autre part, Finn visite son orphelinat avec un bouquet et est accueilli par une séquence d'action WWE cool, alors qu'un nouveau gamin avec des compétences sociales de bas niveau appelé Sam est forcé de jouer à chat avec le reste des enfants moches. Lindsay vient à son secours et le garçon s'enfuit rapidement après avoir attrapé son livre de survie. Finn utilise cette chance pour rappeler à son père adoptif qu'il vieillit et le rassure que Sam s'adaptera avec le temps. De retour à la demeure des Klondike, le mafioso flamboyant est triste que la déception de la famille, Bobby, ne soit pas venu déjeuner après qu'il a pris son temps pour choisir du wagyu de première qualité pour remplir ses tripes inutiles. Il jacasse sur l'importance de la famille et commente on devrait toujours être présent pendant que les autres font semblant d'être intéressés par ses conneries juste pour garder leur emploi. Pendant ce temps, Finn utilise ses compétences de dragueur nul pour impressionner Sam, seulement pour se faire rejeter comme toujours. Cependant, comme il est habitué et ridiculement sans vergogne à ce sujet, il commence à prêcher l'importance des liens familiaux à Sam et raconte son histoire triste sur comment il était dans la même situation que lui quand il est venu à cet orphelinat, sans parents, sans argent, ni même de mémoire. Tout ce qu'il avait était une carte de poker d'occasion que les autres lui volaient, souvent, seulement pour que Lindsay intervienne et le sauve d'eux. Une fois qu'il a développé un attachement malsain à sa figure paternelle, sa vie à l'orphelinat est devenue supportable et il a commencé à considérer tout le monde comme sa famille. Quand cette histoire tragique ne parvient pas à émouvoir le gamin prétentieux, Finn lui révèle son plus grand trésor, une cachette secrète, ce qui, étonnamment, le conquiert. Plus tard, alors que tous fêtent l'anniversaire de Lindsay avec des cadeaux de CE2 et de piètres tableaux, Finn tente de le séduire avec un tablier de créateur. Mais le gentil garçon l'emmène à la cuisine et lui dit d'arrêter de venir le voir maintenant qu'il est diplômé. Alors que cela brise le pauvre cœur de Finn en 1000 morceaux, Bobby débarque pour lui gâcher encore plus l'humeur avec son sourire ignoble et son costume affreux. Lindsay le prend pour un collègue de Finn et manque de se transformer en désastre de billes humaines, mais Finn intervient avec son pistolet de magasin à 1$. Alors que la fête tourne presque au drame, Finn dit à Lindsay d'emmener les enfants pendant qu'il s'occupe de Bobby et de sa crise de colère. Il lui demande pourquoi il est là, mais Bobby explique qu'il est juste incroyablement mesquin et ne le laissera pas tranquille tant qu'il n'aura pas digéré d'avoir perdu contre un amateur. Il se plaint aussi que ce petit salaud lui a coûté la meilleure place à leur table familiale et l'a transformé en risée de tous. Sur ce, il pique une nouvelle crise d'ado et met le feu à la pièce, souriant comme quelqu'un qui devrait être interné dans un asile psychiatrique. Finn en profite pour lui remettre les idées en place, mais réalise que ce type n'est pas seulement un fou furieux, mais aussi un suceur de sang. Alors qu'il se cache derrière une table, les fichiers effacés de sa mémoire commencent à refaire surface, et la maison de ses cauchemars se dresse soudain devant lui, mais Sam le distrait, en courant dans le couloir. Le cinglé le remarque aussi, et lui tire dessus avec ses boules, tentant de violer encore plus de droits civiques, mais Finn le protège et s'échappe dans sa chambre. Une fois que Sam a attrapé son livre de soutien émotionnel, ils se dirigent ensemble vers le toit, mais Bobby apparaît devant eux, une fois de plus, dans toute sa gloire psychotique. Finn aide Sam à descendre du toit avant de se tourner vers le chercheur d'attention, et de lui dire comment Lindsay lui a toujours appris à tabasser les minables comme lui. Le chasseur de gloire ne fait que sourire et tire sur Finn avec ses boules, mais se prend un coup de poing en plein visage, là où réside son audace. Toujours en mauvais perdant, trop désespéré de lécher les bottes de banc de près, il sort 2 cartes avec le numéro 3 et joue une main X. Comme Finn est encore un débutant, il n'a aucune idée de ce que représente ce coup de force absurde. Bobby, quant à lui, devient l'élu avec ses 6 nouveaux yeux et lui tire dessus avec ses boules métalliques améliorées. Alors que Finn s'effondre piteusement, le feu jaillissant derrière ce fou déclenche son SSPT et il tire aveuglément sur le dieu de la boue pour découvrir qu'il est désormais à l'épreuve des balles. Dans un accès de toute puissance, l'aliénoïde Bobby attrape Finn par le cou et le traîne à travers le toit, se plaignant qu'il va l'effacer de l'existence avec ce feu, exactement comme ses parents. Cela provoque une vague de flashbacks et Finn tombe à genoux quand son cerveau stupide ne parvient plus à suivre. Cependant, juste avant que Bobby ne puisse l'achever, l'armure scénaristique entre en jeu alors qu'une jolie fille lui tire dessus depuis un immeuble lointain et le cinglé des Klondike trouve sa fin. Quelques jours plus tard, la ville est plongée dans le chaos après des attentats terroristes consécutifs.
Chris, entraîné dans la tourmente avec le reste de son escadron suicide, se plaint que cela ne faisait pas partie de sa description de poste. Au moment où Léo le manipule, pour lui faire croire que si, tant que le poker est impliqué, il tombe sur 2 gros bonnets de la mafia, tous 2 utilisateurs de cartes. Le colosse utilise ses muscles gonflés aux stéroïdes et le code de triche de la carte pour faire trembler le sol sous les pieds de Chris. C'est ainsi qu'il s'échappe. Au même moment, la méchante rebelle de la famille se faufile dans la voiture avec le premier prince et le transforme en milkshake à la fraise. Alors que cette nouvelle fait des vagues dans toute la ville, celle-ci est mise sous confinement, et Sugar se charge une fois de plus de harceler le jeune homme, vieux et fatigué, et de le faire se sentir mal d'être resté silencieux. Pendant ce temps, Théodore, le patron de High Card inspiré de Jojo, rend ses respects au roi lors des funérailles du prince, et le roi lui dit de maîtriser les cartes avant qu'elles ne tombent entre des mains encore plus avides. Au moment où il part, Ban s'immisce pour remuer le couteau dans la plaie et affirme que les cartes sont faites pour être jouées, que ce soit pour montrer sa puissance ou son contrôle. Furieux de son audace, Théodore demande immédiatement à son acolyte de rassembler son petit groupe de minimaux. Pendant que tout cela se déroule, Finn se morfond dans son lit, se remettant encore de la surprise d'anniversaire de Lindsay d'il y a quelques jours, et Chris attend que Michel aille mieux. Au moment où il quitte sa chambre, Bernard l'appelle à leur quartier général, et lui explique que les derniers ordres de Théodore sont de récupérer toutes les cartes connues. Il transforme Vijay et Wendy en une équipe de 2, et les envoie dans une ville, tandis que Léo, étant l'armée à lui tout seul, est envoyé seul dans une autre. Chris est chargé de partir avec Finn, ce qu'il fait se demander comment, alors qu'il n'a pas montré le bout de son nez depuis des semaines. À ce moment-là, Bernard met à jour sa description de poste, en babysitter de Finn, et lui fait la morale sur la façon dont il devrait prendre soin de lui, car ils sont petits amis, je veux dire, copains. Pendant ce temps, alors que Finn se noie dans une nouvelle crise de nerfs, il est interrompu par Chris, qui lui dit que son travail l'appelle. Cependant, il insiste sur le fait que tout est devenu insignifiant maintenant que la maison qu'il voulait sauver n'est plus là. Il le persuade que la maison n'a pas besoin d'être un lieu, car elle peut être une personne, un sentiment, et même un lieu de travail. La dernière option l'énerve, mais avant qu'il ne puisse lui dire de dégager, Chris lui rappelle qu'ils sont copains, seulement pour se faire collègues honneur par lui. Alors que cela le dégoûte complètement, Chris laisse Finn avec rien d'autre qu'une barre protéinée pleine d'amour, le culpabilisant avec succès. Bien qu'il ait d'abord rejeté sa proposition, Finn change d'avis et, telle une véritable héroïne de comédie romantique, arrive à la gare à la dernière minute, pour le plus grand plaisir de Chris. D'autre part, Jasper, défoncé à la coke, et Alex, gonflé aux stéroïdes, de la famille Klondike, sont informés de la localisation de Finn et Chris pendant qu'ils se lient par leur manque d'importance au sein de la famille, étant les reines de la complainte qu'ils sont. De retour dans le train, Chris explique à Finn qu'ils sont face à Aya, une détentrice de cartes avec une armure scénaristique de haut niveau, et se demande ce qui l'a fait changer d'avis. Finn révèle que c'était surtout la peur de manquer quelque chose, mais qu'il est aussi là parce qu'il s'est senti mal de l'avoir repoussé alors qu'il essayait juste de l'aider. Touché, Chris dit à Finn qu'il n'a pas besoin de se sentir comme si sa maison était perdue tant que Lindsay existe encore, seulement pour apprendre que ce pauvre gars a été littéralement mis à la porte de sa famille. Cependant, en voyant Finn se plaindre que l'ingrate Lindsay lui a dit de ne plus jamais se montrer avec sa sale gueule, il lui dit que les adultes sont encore plus menteurs que l'ex-femme de Jack Sparrow. Simplement parce qu'ils sont émotionnellement constipés, quelque chose qu'il comprendra quand ce sera son tour de traumatiser ses enfants. Après cette séance de thérapie non rémunérée, les potes arrivent à leur arrêt et essaient d'enfin de descendre du train, mais Jasper apparaît avec un sourire hideux. Il leur dit de rester tranquillement dans leur compartiment et de lui donner leur carte afin que lui et son partenaire puissent devenir les enfants préférés de papa. Sinon, il ferait une crise et laisserait tomber un rocher sur le train, tuant tous les personnages secondaires à bord. Chris lui rappelle qu'il deviendrait lui-même l'un de ces personnages secondaires, donnant à Monsieur Sherlock la révélation de sa vie. Une fois qu'il est établi que ce fou a le QI d'une méduse, Chris s'adosse et se détend, révélant comment il prendrait la carte de Jasper et celle d'Alexei une fois que le train s'écrasera et qu'ils mourront. Jasper lui rappelle que Finn est toujours à bord, seulement pour apprendre que Chris se soucie plus de sa prochaine promotion que de son ami minable et sans valeur. Furieux, Jasper fait exploser le wagon et tente d'attaquer Finn juste au moment où Alex lance un rocher géant d'en haut. Chris contre-attaque en projetant Finn dans la rivière en contrebas et s'en prend au cou de Jasper, le faisant tomber du train. Réalisant qu'il est bon pour la casse, ce lâche conjure sa magie de cartes pour réparer les rails, empêchant de justesse le train de s'écraser. Pendant ce temps, alors que Chris repère Alex et le poursuit, Finn s'échoue sur le rivage, et une femme d'âge moyen le trouve. Quand il reprend conscience, la première chose qu'il voit est la version animée de Lizzo, et se demande s'il a été isekai'd, seulement pour réaliser que c'est Aya, juste plus moche. Il craint d'avoir perdu sa virginité avec une vieille mégère, mais elle lui rappelle que les rats puants de Théodore ne sont pas son genre. Au moment où il pousse un soupir de soulagement pour le premier problème, le second frappe.
et il réalise que sa couverture a été grillée. De plus, il s'avère qu'Aya est aussi un membre de la High Card, et c'est déjà pourquoi Finn est là. Pendant ce temps, tout le monde à Pinocchio apprend la fugue de Finn et Chris, et demande à Léo de les laisser partir, les aider à les retrouver, mais le fils à papa prétentieux insiste sur le fait qu'il n'ira pas à l'encontre des ordres de Théodore. D'autre part, alors que la nouvelle de l'incident du train fait des vagues, Finn apprend que Chris est également porté disparu. Quand il mentionne son nom, il s'avère qu'Aya a aussi le béguin pour lui. Non pas que le benêt de Finn le comprenne. Pendant ce temps, le cul masochiste de Chris se retrouve piégé à l'intérieur du centre d'interrogatoire S&M de Jasper et apprécie grandement d'être torturé aux grandes dames de Jasper. De retour dans la cabane modeste d'Aya, Finn met enfin son introverti intérieur au repos et l'interroge sur son passé tragique. Cela commence quand elle était encore assez canon pour défiler pour Victoria's Secret et était en pleine euphorie de l'adrénaline qu'elle tirait de l'élimination de ses ennemis, jusqu'à ce qu'un de ses amis connaisse le même sort. La tragédie n'était pas la mort en soi, mais le fait que Théodore, avec son leadership rigide et ses règles strictes, lui ait refusé 1 mois de vacances pour faire son deuil et les forcer à travailler malgré tout. Tout a dégénéré quand Chris a eu un accident potentiellement mortel, et que son père, Tyler, un des amis d'Aya, a essayé de le sauver en utilisant une main X, mais ce connard arrogant est revenu avec ses règles de merde une fois de plus. Il est allé jusqu'à menacer de mettre fin à la vie de Chris lui-même, mais a fini par taper sur les nerfs d'Aya. Fatiguée de ses conneries, elle lui a finalement botté le cul pour de bon et a permis à Tyler de tenter sa chance, seulement pour que son coup de maître se retourne instantanément contre lui et le tue à la place. Suite à cela, Aya s'est demandé si ce qu'elle avait fait était juste et est tombée dans un profond gouffre de dépression. Cependant, au lieu de consulter un thérapeute comme une personne normale, elle a choisi de devenir une clocharde et s'est installée dans cette auberge délabrée et sans loyer. De retour au présent, après avoir avoué qu'il ne la plaignait pas le moins du monde, car il essaie de rester fidèle à son image de protagoniste cool et moralement ambigu, Finn décide de partir et Aya, enfin impressionnée, tente de le draguer. Cependant, réalisant que l'aimant à Reese est dépassé, elle lui tend sa carte de poker à la place, essayant de jouer le rôle de l'amie compréhensive pour Théodore. Au même moment, la grande gueule de Jasper révèle à Chris qu'Alex est au bord de la rivière pour trouver Finn et en faire une fresque sanglante, ce qui le pousse finalement à briser son personnage de blagueur et à donner un coup de tête au perdant. À ce moment-là, Alex fait trembler le sol avec ses grosses cuisses et projette le crétin de Finn dans la cabane d'Aya. La femme fauchée est furieuse, car elle ne peut pas se permettre l'entretien, et prend les choses en main, des mains inutiles de Finn aux siennes. Comme sa capacité la rend littéralement un aimant à merde, elle écrase la tête géante d'Alex avec un énorme rocher, et entasse son existence minable avec tous les déchets qu'elle trouve, seulement pour réaliser que tout cela était en vain. Alors que ce type se libère et se déplace à l'air libre, Finn essaie d'utiliser sa carte incroyablement faible, seulement pour recevoir un autre rappel de son inutilité totale. Alors qu'Alex creuse un trou assez grand pour Aya et essaie de l'écraser, Chris arrive pour sauver la situation dans une voiture d'occasion et remet les idées en place à l'énorme connard. Aya termine le travail pour impressionner Chris aussi et après avoir rendu sa carte à Finn, demande si c'est le fils de son défunt ami. Au moment où il hoche la tête et s'approche de Chris pour un câlin, « Je suis content que tu sois sain et sauf », il sort son arme sur lui comme un maniaque et lui tire dessus, entrant finalement dans son air de méchant. Alors que le passé de Chris se dévoile, il s'avère qu'il est le véritable alpha, qui veut juste sauver la vie de sa sœur en échange de la sienne. Tout a commencé quand, après une longue journée de plaisir avec sa famille, il s'est réveillé dans une chambre d'hôpital avec le corps sans vie de son père juste à côté de lui. Cela lui a laissé un tel traumatisme que sa personnalité a fait un virage à 180 degrés, le transformant en Johnny Bravo. Cependant, avoir juste du Reese n'est pas suffisant pour traiter son SSPT, alors il a pris sur lui de jouer aussi le médecin de Michel. Alors qu'il s'engage sur cette voie de la méchanceté, Finn se réveille et se retrouve dans le showroom de Pinocle, ayant du mal à digérer qu'il vient d'être largué de la pire des manières. Pour aggraver les choses, Léo fait irruption à ce moment-là, s'enquérant des plans et de la localisation de Chris, craignant que son père ne le renie s'il découvre qu'un de ses hommes est parti avec ses précieuses cartes. Réalisant que Finn est tout aussi ignorant que lui, le gamin recule finalement et révèle que Chris a été viré de leur gang criminel. Comme toujours, Finn essaie de le supplier de changer d'avis, mais en vain. En fait, il apprend que lui et le reste du gang sont actuellement postés au palais royal pour protéger le roi stupide et faible et ses princes laids, simplement parce que Théodore est trop émotionnellement immature pour leur permettre d'aider leur ami. Au même moment, le roi des égouts, Ban, fait la morale à ses sbires sur des conneries et confie à la méchante Emo la tâche de s'occuper de Chris. D'autre part, Chris retrouve Chelsea pour sa dose quotidienne de jolie fille, elle lui apporte de nouveaux vêtements et exige de savoir ce qu'il fait après avoir vu les blessures sur son dos. Quand il refuse de se confier, elle essaie d'utiliser sa carte sur lui,
mais il l'embrasse tout en essayant de coller à son image de fuckboy. Elle le gifle, mais il ne fait que lui sourire, admettant que la communication n'a jamais été son fort. Cependant, avant que Chelsea ne puisse résoudre ce problème pour lui, Sugar la bloque avec son gang de tireurs, qui ouvrent tous le feu sur Chris sans avertissement. Cependant, avant que les choses ne tournent mal, la méchante Klondike utilise son aura intense pour dégonfler le policier et dit à Chris de continuer. Pendant ce temps, Lindsay apparaît enfin pour avoir une conversation à cœur ouvert avec Finn et lui dit qu'il doit arrêter de se noyer dans l'apitoiement et passer à autre chose, trouver un nouveau lieu d'appartenance et cesser d'être obsédé par lui. Il lui montre ensuite une lettre et un chèque de donation que Chris a laissé pour l'orphelinat et lui demande si ce type est quelqu'un qu'il peut considérer comme sa maison. Au moment où il admet silencieusement que oui, Finn réalise que Chris a aussi une famille, qui est Michelle, et finit par relier tous les points. Avec sa dernière cellule cérébrale enfin en marche, il se précipite à l'hôpital, réalisant que Chris a silencieusement collecté des cartes pour jouer une main X afin de sauver Michelle. Pendant ce temps, le mafioso et son gang s'écrasent dans le palais royal, que Léo et compagnie sont forcés de défendre. D'autre part, Chris fait irruption à l'hôpital avec son arme, et cette nouvelle parvient à Sugar, qui se rend immédiatement sur les lieux du crime avec Chelsea. Finn aussi, mais tout ce qu'il trouve est le lit vide de Michelle et une lettre de Chris. En l'appelant sur son nouveau numéro, il apprend que c'est lui qui a informé Alex et Jasper de la carte d'Aya, et qu'il a fait tout cela pour sauver sa sœur, quand Finn essaie de jouer le rôle de la police morale et suggère qu'il aurait pu l'aider à trouver une autre voie honnête. Chris sort sa carte Uno inversée et le met dans la zone collègue. Finn essaie de le convaincre de le considérer aussi comme sa famille, pas seulement Michelle, mais le gigachad le laisse en plan. Cependant, dès qu'il part, la plus grande fan de Theodore, Owen, apparaît avec une arme et lui tire une balle dans la tête, mais l'armure scénaristique le sauve. Au moment où Chris s'éloigne en voiture, ce type décharge sa frustration sur Finn et le vire de son travail. Au même moment, même si Vijay et Wendy se font démolir au palais par les sbires de Van, et que Léo lui-même est quasiment fumé, il refuse de dire à son père de nettoyer ses propres conneries ou de les laisser aider Chris. Pendant ce temps, Finn prend son privilège de personnage principal pour acquis et dit à Owen de garder ses sales pattes loin de Chris. Mais l'Elsa masculin dit qu'il fera tout ce que Theodore lui demandera, puisqu'il est payé pour lui lécher les bottes. Il le prévient de ne pas interférer dans leurs affaires, mais Finn lui dit qu'il ne peut pas l'arrêter, seulement pour recevoir une bonne leçon de ces hommes en noir plus tard. Plus tard, alors que ces types sont en train de se débarrasser de lui pour de bon, Sugar arrive comme sa sauveuse et utilise sa carte de police pour foutre la trouille à ces gros costauds. Finn en profite pour utiliser son unique super pouvoir, le vol, et s'élance pour s'enfuir dans le fourgon de police, où il trouve Chelsea comme cadeau surprise. Sugar suit son exemple et abandonne sa haute moralité pour voler la voiture au gros bras et les suit juste après. Pendant ce temps, Chris utilise son Riz de niveau divin pour échapper à un barrage de police, seulement pour qu'un type jaloux s'immisce et remette en question son identité. Cependant, avant que les choses ne se gâtent, Ban frappe avec son aura infiniment alpha et dit à Chris qu'il est son plus grand fan car il aime les gens qui utilisent le poker à des fins égoïstes. Au même moment, Chelsea et Finn déduisent qu'étant le roi du Riz, romantique incurable qu'il est, il doit se diriger vers le parc de la Grande Roue pour y accomplir son rituel vaudou. Soudain, la contrefaçon d'Alfred intervient via la radio de la voiture et révèle qu'il joue à James Bond depuis un bon moment et qu'il écoute Finn soupirer après son soi-disant pote via le microphone qu'il a placé sur son manteau Gucci. Au moment où Finn rougit, il lui demande s'il est vraiment prêt à se faire un ennemi du roi et de son ex-famille de la police du poker juste pour sauver Chris, seulement pour que Finn réponde qu'il le fera puisqu'ils sont copains. Cette déclaration d'amour est brutalement interrompue par la fille émo des Klondike qui fait griller la voiture de Finn, mais cela n'a pas d'importance car elle est volée. Cependant, avant que les choses ne dégénèrent trop, Chelsea le traîne de l'autre côté du pont au prix de sa cuisse juteuse, tandis que les méchants les touchent de loin. Au moment où Chelsea dit à Finn de la laisser derrière et de poursuivre le stupide perdant, Bernard informe Léo du plan stupide actuel de Finn et il supplie son père prétentieux de le laisser aussi poursuivre Chris, seulement pour que ce connard constipé le force à s'en tenir à ses règles bien aimées. Ce manque d'empathie réveille enfin le rebelle longtemps éteint de Léo, et il utilise le pouvoir de l'amitié pour invoquer des missiles et tirer sur l'ennemi, les anéantissant d'un seul coup. Il fait ensuite irruption dans la salle VIP où son papa peureux se cache avec le roi et les princes perdants, seulement pour découvrir qu'il a été arnaqué en beauté, car la pièce est vide. Grâce à cette trahison monumentale, il dit à Vijay et Wendy qu'ils iraient après Chris maintenant qu'ils ont réglé toutes les conneries royales. Pendant ce temps, juste au moment où le garçon Rizzler atteint le parc à thème de l'auto-élimination, le chemin de Finn vers Chris est de nouveau interrompu par la méchante Emo.
Cependant, juste avant qu'elle ne fasse une découpe à la Julian de son existence de perdant, Love P frappe avec ses canons de fanservice brûlant et commence à mouiller sa chatte, je veux dire son pantalon à l'idée de goûter du sang et des os à saveur émo. Au moment où les deux méchantes commencent à se botter le cul, Sugar essaie de se joindre à la fête, mais la fille émo lui dit qu'elle n'a pas assez de riz pour les rejoindre. Juste à ce moment-là, Young arrive avec son riz de méchant de haut niveau et tire une balle dans la tête de Love P juste après qu'elle ait tranché maîtresse et dit à l'amateur comment faire. Alors qu'elle rejoint instantanément son fan club personnel, Finn conduit Bernard au parc d'attractions, mais Chris active la main X de nombreuses minutes avant qu'il n'y parvienne. Dès que Finn souhaite ardemment pouvoir voler, Léo débarque avec la totalité de son héritage et crée d'extravagants rochers d'or pour qu'il puisse atteindre Chris plus rapidement, seulement pour se couvrir de ridicule lorsque son compte bancaire se retrouve complètement à sec en plein milieu. Pendant ce temps, Chris commence insidieusement à se transformer en zombie. Bernard, lui, sort sa batte secrète et tend sa carte à Finn avant de le propulser en plein vol, dans les airs. Finn, qui a complètement oublié qu'il n'est pas un oiseau doté d'ailes, fait se retourner Newton dans sa tombe, en défiant toutes les lois de la gravité, et reste en plein air suffisamment longtemps pour jacasser sur sa propre faiblesse et son inutilité flagrante, et pourtant c'est bien lui qui porterait le coup de grâce dans leur mission pour mettre fin aux absurdités de Chris. Il tire alors droit dans sa bulle de Main X et fait tomber l'une des 4 cartes que Chris utilisait, annulant ainsi sa sorcellerie grâce à sa balle magique. Étonnamment, et de manière tout à fait miraculeuse, Michel est toujours sauvé. Et tandis que ce pauvre Chris s'évanouit, Finn et sa bande célèbrent joyeusement pendant qu'il pendouille aux vignes de Vijay. Quelques jours plus tard, au réveil de Chris, il apprend que Michel et lui ont tous deux survécu, seulement pour frôler la crise cardiaque un peu plus tard, en découvrant que sa punition pour s'être opposé à leur parrain autoproclamé est de devenir le junior de Finn au pinocle, ce qui bien sûr blesse profondément son fragile ego masculin. Pendant ce temps, malgré avoir échappé de justesse à l'attaque fatale de Love P, le méchant émo de Klondike se fait poignarder par le chevalier noir, tout droit sorti des cauchemars de Finn, dans un égout quelconque. Quelques jours plus tard, une fois Chris complètement remis sur pied, la nouvelle et améliorée Ligue de Justice se déguise en Maverick et part à la poursuite d'un autre utilisateur de carte renégat capable de voler. Finn prétend n'avoir absolument pas besoin du moindre code de triche pour y parvenir, car il peut très bien s'en sortir avec son simple costume de Batman de 3e ordre, ce avec quoi Chris est totalement en désaccord. Pourtant, l'équipe saute de l'avion, presque comme si tout s'était délasse de vivre, et Finn brandit son pistolet jouet pour envoyer ce soi-disant Superman directement en enfer. Quelques jours plus tard, après que Finn ait savouré son délicieux sandwich à la saucisse préférée, Chris vient le chercher pour leur rendez-vous et utilise sa carte Nepo pour entrer dans la capitale. Là-bas, l'équipe regarde les funérailles pauvres du prince Milkshake à la framboise en direct à la télévision, pendant que Chris se plaint amèrement de son mal de dos, à force de porter le poids de tout son riz. Au même moment, Théodore, accompagné de sa poulette préférée Owen, rend visite au roi constipé, qui lui rappelle qu'ils doivent absolument récupérer toutes les cartes d'ici janvier afin qu'ils puissent enfin et définitivement rompre le lien entre elles et leurs utilisateurs désignés. En véritable roi de la lèche, il hoche la tête et promet solennellement de mener à bien cette mission. Dès qu'il s'en va, son plus grand fan tente de lui adresser la parole, mais Owen intervient aussitôt et lui dit de dégager, car des minables comme lui ne peuvent pas s'adresser à sa majesté autoproclamée. Léo lui rappelle qu'ils sont en train de parler de son propre père, mais Owen lui rétorque qu'il a bien trop de problèmes paternels pour même encore l'appeler son papa, à vrai dire. Puisque c'est là la seule et unique dure vérité que le pauvre Léo ne peut absolument pas contester, il lui tend la mallette remplie de cartes de poker et s'en va, juste au moment où les deux princes restants passent devant eux, rivalisant silencieusement pour le concours du design de personnage le plus laid qui soit. Pendant ce temps, alors que Young et sa petite poulette agaçante pillent le manoir Klondike, ils sont attirés dans un piège particulièrement épicé qui fait griller Young, alors qu'il tente de protéger son cul, absolument inutile. Au même moment, Finn rend visite à Lindsay sur le chantier de construction du nouvel orphelinat et apprend que son sugar daddy, Monsieur Apple, a généreusement acheté le terrain pour lui. Ému, il sabote immédiatement son propre bonheur en interrogeant Lindsay sur sa famille, seulement pour apprendre qu'il était autrefois immensément riche et avait un frère aîné ainsi que des parents aimants, tous ayant péri une nuit lorsqu'un terrible incendie s'est déclaré dans leur maison, et le seul rescapé fut Finn, qui se retrouva atteint de démence infantile après avoir vécu cette indicible horreur. De manière surprenante, l'incendie n'était pas d'origine accidentelle, et pourtant, l'incendiaire n'a jamais été appréhendé. Suite à cette énorme révélation, la seule et unique cellule cérébrale de Finn lui intime d'amener qu'un joueur à la garde proche, car ils doivent absolument remettre un gorille dans son zoo, être derrière tout le dit gorille, qui est en réalité un joueur de cartes, et il se défoule alors sur Chris. Pendant ce temps, alors que Finn échoue lamentablement à faire de l'autostop à cause de son visage, disons, peu avenant, Chris découvre que ce joueur est en fait un genre de Ben 10, capable de passer d'une forme extraterrestre à l'autre. Cependant, lorsqu'il tente de le poursuivre, il s'avère que sa carte est en train de mal fonctionner, et qu'il goûte enfin aux blessures, aux vraies blessures humaines. Juste à ce moment précis, Finn débarque pour lui sauver la mise, et Chris lui ordonne d'aller poursuivre ce monstre animal. Il obéit immédiatement à ses ordres, seulement pour découvrir que le soi-disant Ben 10 a déjà été empalé par nul autre que le terrible Dark Vador,
tout droit sorti de ses pires cauchemars. Alors que Finn tremble de tous ses traumatismes passés, le chevalier en armure brillante avale la carte de l'ex-gorille et tourne son attention vers son existence absolument inutile, seulement pour que Chris arrive juste à temps et sauve son argent destiné aux funérailles. Réalisant qu'il serait absolument cuit s'il restait là, les mauviettes s'enfuient à toute vitesse. Dès qu'ils le font, Tilt et sa poulette arrivent et disent au Dark Vador de retourner immédiatement dans sa propre franchise, là où il appartient. Cette nuit-là, alors que Chris découvre que ni Léo, ni le gars à l'aloe vera ne savent absolument rien de ce nouveau personnage, le mafioso voyage avec son sbire émo préféré et lui annonce que le monde est sur le point de changer radicalement, et pour le mieux. Quelques jours plus tard, une jeune fille perd sa chance de se faire izakayir par Truck Kun, et ce, grâce à un gars du coin qui se prend pour Monsieur Indestructible. Pendant ce temps, Chris retrouve Michel, Elle le remarque également, et tandis qu'elle énumère avec un enthousiasme débordant tous les endroits, sans savoir à quel point cet acte très bientôt, lui a réellement il la coûté. regarde Plus avec tard, des il yeux révèle à Finn que absolument leur prochaine cible est le émerveillés. frère ou la sœur Weasley perdu, devenu Monsieur Indestructible après avoir été rejeté par Poudlard. Cependant, il remarque que l'esprit de Finn est toujours préoccupé par le Chevalier Noir et l'interroge à ce sujet, ce qui le fait se demander comment il a bien pu le deviner. Il lui sert alors des balivernes sur le fait que les amis peuvent lire dans les pensées des autres, juste avant qu'ils ne montent dans l'avion. Pendant ce temps, la sale gueule de Sugar obsède littéralement sur celui qui les a bombardés au manoir Klondike, Iris, et découvre que cette personne est déjà décédée. Suite à cela, elle jure de devenir la vengeance incarnée et de percer absolument ce mystère. D'autre part, Finn et Chris atterrissent dans la capitale pour leur lune de miel, et Chris leur explique de manière condescendante toute l'histoire de leur pays et comment un jeune garçon a utilisé le pouvoir des 52 cartes pour le défendre contre les envahisseurs et est devenu le tout premier roi. Juste à ce moment précis, il tombe sur une poulette qui se fait importuner par un type vraiment laid et dégoûtant, et Finn et Chris finissent par se quereller pour savoir qui la draguerait en premier, au lieu de lui venir en aide, seulement pour que Monsieur Indestructible la sauve et transforme cet idiot en une véritable momie. Chris est absolument furieux de voir que quelqu'un le surpasse à ce point, et essaye de lui faire comprendre qu'il connaît son petit truc de triche, seulement pour que l'autre confonde Chris et son acolyte avec de simples fans, et s'en aille après leur avoir serré la main. Pendant ce temps, la folle Elsa tente d'impressionner Théodore avec le labyrinthe rouge, une création issue de la capacité de ses cartes, là où il les conserve, et les deux se manipulent mutuellement pour se convaincre qu'ils les collectionnent toutes, comme des Pokémon, pour le bien de la paix mondiale. De retour dans la capitale, tandis que Finn et Chris tentent de chercher le sosie de super-héros chacun de leur côté, ce dernier reçoit un énième rappel de l'état déplorable de sa santé, seulement pour que le gars en combinaison apparaisse. Chris lui ordonne de lui remettre la carte et est absolument outré d'entendre que ce soi-disant ne se souvient pas de son magnifique visage. Sur ce, il active également son bâton de cul, et en voyant cela, Weasley suppose qu'il n'est qu'un simple super fan qui rêve de devenir le prochain Superman, et lui dit qu'il doit absolument porter son slip par-dessus une combinaison super moulante s'il veut vraiment en devenir un. Au même moment, Finn trouve un type plutôt louche, vêtu d'une robe, et décide que c'est une excellente idée d'en faire son guide touristique personnel. Alors que son idiot continue de raconter sans fin l'histoire de Lala, leur soi-disant dieu, qui n'est que pure foutaise, la personne suspecte se tourne vers lui et lui dit « Si tu crois aux cartes, tu dois aussi croire en Lala ». Il mentionne en outre que le mythe selon lequel le roi aurait utilisé les cartes pour les sauver est absolument faux, puisque ceux qui les ont réellement utilisées étaient les chevaliers. D'autre part, Monsieur Indestructible s'amuse avec Chris, et quand ce dernier lui dit de lui remettre la carte discrètement, il lui répond qu'il est l'élu de Lala, et qu'il l'utilisera pour sauver les autres, bien sûr. Juste à ce moment précis, ses compétences sont mises à rude épreuve lorsqu'un temple prend feu tout près. Et il se précipite pour jouer les héros, Chris le suivant de très près. Pendant ce temps, le gars en robe révèle à Finn que les chevaliers ont prêté un serment de sang pour rester loyaux envers le roi, et en échange, ont reçu le pouvoir des cartes. Un détail qui a été modifié dans la version conte de fées, ce qui le laisse perplexe quant à la raison. Cependant, juste avant qu'il ne dévoile l'intégralité du rebondissement, ce type disparaît, purement et simplement, et Finn finit par retrouver le reste de la bande. Ils apprennent tous l'incendie et se précipitent vers la cathédrale, pendant que Chris aide le gars en combinaison sur place. Cependant, juste au moment où il pense que son travail est enfin terminé, le sol se fend en deux, lui faisant réaliser qu'il doit absolument réduire sa consommation de milkshakes sucrés. Finn se précipite pour l'aider immédiatement et le trouve tout ensanglanté et horriblement amoché, presque au bord de la mort. De plus, la bande découvre également que ses blessures ne guérissent absolument plus, et Finn n'a d'autre choix que de supplier le super-héros de venir en aide à son meilleur ami. Dès qu'il le précipite à l'hôpital, la carte haute révèle ses véritables couleurs de traître, et Bigi utilise ses vignes pour le capturer sans pitié. D'autre part, Tilt et sa poulette discutent de la façon dont le Chevalier Noir s'est considérablement calmé après avoir été nourri de davantage de cartes, tandis que Finn réalise que la carte de Chris est en train de mal fonctionner à cause de la Ménix. Il se réveille plus tard dans un hôpital, et la bande de poker découvre qu'il présente de manière très suspecte les mêmes symptômes que sa sœur, ce qui les laisse perplexes, se demandant comment cela est possible, même s'il possède la carte d'immortalité. Son secret étant désormais révélé au grand jour, Chris largue Finn une fois de plus et lui tend sa carte, tandis que le pauvre loser lui demande s'il reviendra une fois qu'il sera complètement rétabli.
Plus tard, Léo est convoqué par son cher papa, et même si Finn exige de l'accompagner, sachant pertinemment que ce loser ne fera que faire virer Chris, le Nepo Baby lui dit de laisser cette affaire à son leader. Cependant, Finn en sait bien plus que ça, et le suit de près dans la voiture de Chris, qu'il dérobe avec l'aide de Bernard. Pendant ce temps, la princesse personnelle de Théodore tente de tabasser Chris pour avoir utilisé la Main X, ce qui met Léo en colère, et il se tourne finalement vers son père, lui demandant s'il pense que c'est également mal de sauver la personne que l'on aime. Ce salaud arrogant affirme que, à l'exception des règles qu'il a lui-même créées, tout le reste est absolument sans valeur, et dit à Léo de virer Chris s'il ne veut pas perdre son argent de poche. Léo accepte, mais déclare qu'il ne fait plus cela pour plaire à son constipé, mais uniquement parce qu'il pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour Chris. Il continue également à jacasser sur le fait qu'il ne comprend absolument pas le concept de l'amour, ce qui se manifeste clairement dans la façon dont il traite son propre fils. Pendant ce temps, Finn arrive au siège du Pinocle et tente de charmer la réceptionniste pour qu'elle le laisse voir le président sans le moindre rendez-vous. Mais elle lui répond qu'elle préférerait de loin se faire écraser par un train en marche plutôt que par son cul, disons, peu attrayant. Juste à ce moment précis, Zénon entre, dégageant toute son aura de Giga Chadji, et au lieu de jacasser comme Finn, il va droit au but et révèle qu'il est un véritable ponte de Klondike. Sur ce, il utilise ses faux ongles à 2 $ pour semer le chaos, ce à quoi Finn survit de justesse. Après avoir activé sa mitrailleuse de 3e ordre, il le suit, seulement pour réaliser qu'il va devoir prendre les escaliers, malheureusement. Pendant ce temps, ce loser émo salue Théodore et sa Cendrillon chic à l'étage, et avant que le Jojo Ripoff ne puisse révéler son véritable pouvoir, il utilise ses ongles fantaisie pour faire s'effondrer le plafond une fois de plus, sans hésitation. Malgré le fait que Léo soit écrasé sous les décombres, Théodore aide d'abord Owen, histoire de remporter le prix du père de l'année. Il lui demande ensuite de le mener aux cartes qu'ils ont collectées jusqu'à présent, car ce n'est plus du tout sûr avec l'ennemi qui rôde si près, et sa vie étant clairement en jeu. Cet idiot le mène au labyrinthe rouge, seulement pour réaliser qu'il avait été purement et simplement dupé par Xénon, qui, en plus d'être un gros confini, est un escroc professionnel de première classe. D'autre part, alors que Finn parvient enfin au dernier étage, il y trouve Léo, et les deux finissent par se disputer pour savoir s'ils sont écrasés par les décombres ou plutôt brûlés par le feu. Juste à ce moment précis, Vijay arrive, ayant réalisé que la capacité de Zénon est de créer des hallucinations via la manipulation sonore, et il éclate leurs bulles, seulement pour les faire passer pour de véritables idiots, absolument ridicules. Au même moment, dès que Théodore se libère du sort, il est aussitôt kidnappé par le parrain. D'autre part, juste au moment où Vijay est sur le point de révéler à l'idiote de Wendy la capacité de Xénon, le salaud émo surgit et lui montre une apocalypse zombie, la poussant à dégainer son épée sans hésiter. Ce type avait prévu d'utiliser la photo de ses camarades décédés pour la manipuler émotionnellement, cependant, alors que Love Pea prend le dessus, elle tranche joyeusement à travers ses cadavres et se pâme devant la viande émo fraîche et juteuse de Xénon, sans la moindre retenue. Ce loser sauve de justesse son pauvre cul en passant par le toit, seulement pour y trouver le reste de la Ligue de Justice. Cependant, juste au moment où il prononce un discours sur la façon dont ils vont fumer ses joues de loser, Love Pea débarque et commence à les fumer un par un, à leur place. Xénon tente de s'échapper à bord de son hélicoptère pendant que tout cela se déroule seulement pour que la reine du sadisme en coupe l'hélice. Alors que ce prince émo réalise à quel point il est absolument foutu, Love Pea tranche son chapeau usé et lui dit que son style est un peu trop merdique pour un mannequin TikTok en herbe, à vrai dire. Après cela, elle continue de découper l'intégralité du bâtiment, et Zénon se sauve de justesse. Finalement, Bernard apparaît, et Princesse attrape Finn, après quoi il dévoile sa carte, qui lui confère un bouclier, disons. Peu inspirant. Juste au moment où Finn devient son plus grand fan de la planète, Love Pea serre les dents et l'attaque violemment, seulement pour qu'il l'assomme d'un coup. Le revers de la médaille, c'est que toute cette épreuve est filmée par un hélicoptère de presse et diffusée en direct à la télévision. Suite à cela, la High Card est dissoute. Et avec Théodore toujours retenu captif, tout le monde se concentre bien davantage sur sa vie privée, y compris Finn, qui passe ses journées avec son sugar daddy sur le chantier de construction du nouvel orphelinat. Plus tard, puisqu'il n'a absolument rien de mieux à faire que de pourrir tout seul, exactement comme vous, les losers célibataires, il se rend au showroom Pinocle, où Bernard lui prépare une bonne tasse de thé. Cependant, leur calme du soir est instantanément ruiné lorsque le cul arc-en-ciel du roi apparaît dans toute sa glorieuse splendeur. Pendant ce temps, Sugar, qui pourrit elle aussi toute seule dans son coin, est surprise par l'apparition soudaine de Young et lui demande plus tard des explications sur une photo qu'elle a trouvée avec lui, Théodore et Ban. Juste au moment où cela lui rappelle ses vieux jours de gangster, le roi affirme que lui et le prince Jojo formaient un couple à l'époque, mais Bernard n'est absolument pas d'accord. Il déclare que même si le roi les a toujours considérés comme des rivaux éternels de Théodore, il n'était en réalité rien de plus qu'un fanboy collant, ce qui a perduré avec Théodore l'ignorant royalement, et le roi le suivant partout comme un chiot perdu, jusqu'à ce que Ban Klondike fasse son entrée dans la vie de Théodore. Ils se sont rencontrés lors d'une fête organisée par le père politicien de Ban, où il tentait de draguer une fille, afin de grimper dans sa liste de favoris. Cependant, la jeune fille n'a pas du tout été impressionnée par son aura de fuckboy et l'a rejeté sans ménagement, seulement pour l'embarrasser devant Théodore.
Il a tenté de faire le malin en se vantant du nom de son père et de la façon dont il était le prochain à profiter de tous les avides d'argent et les lèche-bottes seulement pour que le véritable Sigma lui dise que lui et ses balivernes ne l'intéressaient absolument pas, pas le moins du monde. Juste à ce moment précis, une explosion a attiré leur attention, et dès que Théodore a fait irruption sur la scène de crime, il a découvert un homme masqué tenant une femme en otage. Cependant, il a activé ses yeux magiques pour percer ses plans et a réalisé qu'il était un utilisateur de cartes, bien sûr. Juste au moment où il lui a dit de lui remettre sa carte, un jeune Young est arrivé et a complètement saboté son plan. Cet utilisateur, dont la capacité était le camouflage, s'est immédiatement dissimulé, et Théodore a dû utiliser ses yeux magiques pour sauver le cul stupide de Young, malheureusement. Il lui a ensuite dit de tirer exactement là où il l'indiquait, et comme un bon chien, il a immédiatement obéi, réussissant ainsi à coincer le voleur. N'ayant plus aucune carte à jouer, l'idiot a pointé son arme sur la femme otage et a menacé de lui tirer dessus, sans la moindre hésitation. Mais Théodore se fichait éperdument d'une poulette LED et a dit au policier de tirer, seulement pour que Ban apparaisse soudainement. Il a utilisé sa capacité de déformation du sol pour finalement capturer le voleur, seulement pour que Théodore exige qu'il lui rende sa carte, au lieu de le remercier bien sûr. Ban a affirmé que c'était sa carte à utiliser comme bon lui semblait, ce qui allait totalement à l'encontre de ses règles, des règles dont le mafioso se fichait éperdument. Juste à ce moment précis, Bernard est apparu et a suggéré à Ban de rejoindre plutôt leur petite bande de lutte contre le crime et d'aider à collecter ses cartes, une offre qu'il a immédiatement acceptée, sans hésiter. Suite à cela, ces deux-là sont devenus des partenaires de crime et de véritables compagnons de boisson, et Young les a rejoints plus tard également, après avoir conclu un accord d'échange d'informations, complétant ainsi leur trio Powerpuff. Pendant ce temps, le roi les observait simplement de loin, telle une fangirl en quête d'attention. De retour au présent, Ban amène Théodore au même endroit où ils se sont séparés, et lui rappelle comment ses yeux, qui semblaient en important tout voir, n'ont pas pu percer son désespoir. D'autre part, dès que le roi quitte le showroom après avoir reçu l'honneur de la poulette la plus rejetée, Finn se souvient de son propre meilleur ami, Chris, et se dirige directement vers l'hôpital, sans attendre. Il utilise ensuite son Talk no Jutsu sur lui une fois de plus, lui rappelant qu'il l'attendra toujours, inlassablement, pour qu'il revienne au showroom Pinochle, et lui laisse sa carte ainsi que quelques graines à semer dans le jardin de l'orphelinat. Pendant ce temps, les meilleurs amis maudits par le destin discutent, sous le clair de lune, de la façon dont les cartes volées du labyrinthe rouge sont désormais sous la garde de San Galgano, celui qui pourrait bien être capable de tuer le Joker, enfin. Théodore est absolument stupéfait d'apprendre que Ban est au courant de ce secret, et il sourit, révélant qu'il sait également que le roi avait prévu d'utiliser la carte Joker pour rompre le lien entre les cartes de poker et leurs joueurs le jour du couronnement, c'est pourquoi il fera exactement l'inverse et tuera le Joker à la place, bien sûr. Après avoir entendu toutes ces conneries absolument tirées par les cheveux, le Jojo Rip-Off demande finalement au gangster quel est son but ultime, seulement pour entendre qu'il veut simplement utiliser sa carte aussi librement que possible après s'être vu refuser ce droit, le jour de leur rupture, tout simplement. Pendant que tout cela se déroule avec Théodore, son fils qui essaie trop fort, goûte enfin à une vie ennuyeuse et plutôt médiocre, ce qui implique toujours qu'il assiste à une heure de cours dans un lycée de pacotille. Là, il fait de son mieux pour ignorer les lèche-culs qui ne veulent que le flatter à cause de ses relations et de son argent, et il évite les harceleurs qui le photographient pour la notoriété, bien sûr. La seule personne à qui il parle parfois est l'infirmière de l'infirmerie, et il passe le reste de son temps à maudire son impuissance et l'enlèvement de Théodore. Cela change lorsque l'un de ses superfans, François, décide finalement de se présenter devant lui et d'essayer très fort de lui lécher les bottes, seulement pour que Léo le rejette complètement, à cause de ses compétences sociales absolument merdiques. Cependant, ce gars, dit Loulou, commence à imaginer un avenir avec Léo suite à cela et l'entraîne même dans une pièce sombre pour leur tout premier rendez-vous. Étonnamment, cela le bouleverse complètement, et après avoir obtenu un tas de photos gratuites et réalisé qu'il peut simplement poursuivre une carrière de mannequin si devenir le fils préféré de papa ne fonctionne pas, après tout. Il se rapproche de François, seulement pour être frappé par une violente crise de toux peu de temps après. Il visite l'infirmerie plus tard, seulement pour apprendre que c'est une infection virale, et se fait sévèrement sermonner par l'infirmière pour ne pas avoir suffisamment dormi. Cependant, en bon dur à cuire qu'il est, il ignore cette thérapie gratuite et ne révèle pas qu'il fait des cauchemars qui le tiennent éveillé. Alors que son état s'aggrave, un soir, il tombe sur des petites frappes qui harcèlent François parce qu'il est un pauvre étudiant boursier. Mais dès que Léo leur montre son aura de gosse de riche, ces mauviettes lâchent le pauvre garçon. Après ça, il ouvre enfin son cœur à François, et les deux deviennent les meilleurs amis du monde, jusqu'au jour où Léo meurt. Cependant, tel un héros protégé par l'intrigue, le pouvoir des flashbacks le ressuscite, et il découvre que François a pris soin de lui pendant son absence. Voyant cela, il se transforme en héroïne de comédie romantique avec des problèmes de confiance, et demande pourquoi il fait tant pour lui, pour apprendre que c'est parce que François pense qu'ils sont tous deux seuls à cause de leurs problèmes paternels. Bien que ça l'énerve un peu, il reste silencieux, tandis que son ex-harceleur promet de rester avec lui pour toujours, quoi qu'il arrive. Les jours suivants, l'état de Léo s'aggrave, et un chercheur de buzz le met en garde contre François et ses intentions, révélant qu'il a posé des questions sur lui récemment.
Cela déclenche le SSPT de Léo, alors la prochaine fois qu'il voit ce pauvre gars, il pique une crise et casse son appareil photo, endommageant son compte bancaire déjà vide. Il l'accuse ensuite d'être un joueur qui en veut à sa carte ou un lèche-bot qui en veut à son argent. Après ça, il le largue et quitte la pièce, se rappelant qu'avec son charisme inexistant, il ne pourra jamais séduire quelqu'un de loyal. Plus tard, il gèle de froid, repensant à cette fois, enfant, où il marchait avec son père, parlant de poker, son sujet préféré, pour être abandonné par ce bon à rien quand il est tombé. Ça lui fait mal car tout ce qu'il a toujours voulu, c'était être un bon fils pour lui, ce qu'il n'a pas pu faire malgré tous ses efforts. Alors que la vie quitte ce pauvre garçon, l'infirmière de l'infirmerie arrive et révèle qu'il était un joueur de Klondike envoyé pour le tuer depuis le début. Ce rebondissement incroyable révèle que sa capacité aspire la vie d'une cible s'il lui parle 13 jours d'affilée. À 5 minutes de la fin du 13e jour, ce raté fait ses adieux au fils à papa. Mais Vijay arrive avec ses tentacules végétaliens et le tabasse juste avant que l'horloge ne sonne minuit. Plus tard, alors que Vijay reprend sa place de meilleur ami de Léo, François arrive, mort de peur de ses tentacules, et s'emporte en disant qu'il n'a rien à faire avec un gangster surpuissant comme Léo. Cependant, maintenant qu'il a Vijay, Léo se fiche de son pauvre cul moche et dort paisiblement contre son épaule. Pendant que Vijay garde ce bébé à $1 million, Wendy traverse une crise de la quarantaine, se blâmant pour la chute de High Card et jurant de ne plus jamais invoquer Love Pay. Cependant, la paix n'étant jamais une option, Chelsea frappe à sa porte un matin avec une gamine qu'elle a adoptée au hasard et demande l'aide de Wendy pour la protéger de la police. Wendy lui tend les clés de voiture et refuse de quitter son refuge, mais comme les oreilles de Chelsea fonctionnent encore moins bien que son cerveau stupide, elle prépare ses affaires quand même et lui dit de se ressaisir au lieu de pleurer comme une mauviette. Ensuite, elles prennent la route, avec la gamine à l'arrière, pour être arrêtées à un barrage de police. Ces ratés reconnaissent Nas la fille, sur la liste des criminels les plus recherchés. Mais avant qu'ils ne puissent la capturer, Chelsea alimente leur bromance, et le gang de filles s'échappe dans leur voiture de fuite. Plus tard, elle s'arrête dans un fast-food, et tandis que Chelsea laisse la princesse Katana s'occuper du paiement, elle soutient que son existence sans emploi ne peut pas se permettre une frite pour l'instant. Pendant ce temps, la fille va chercher de l'eau pour la renverser accidentellement sur un colosse colérique. Ce type pique immédiatement une crise, disant que les enfants devraient être disciplinés, puisque sa mère a oublié de discipliner son cul arrogant, et essaie de frapper la pauvre fille. Mais Wendy lui donne un coup de pied dans les couilles et lui donne la leçon de sa vie. Cependant, cette épreuve rappelle toujours à la fille son tuteur violent, et elle ne se calme pas avant que Chelsea ne lui dise de toujours crier à l'aide, afin que même si une salope faible comme elle ne peut pas l'aider, un macho comme Wendy puisse toujours intervenir. Pendant ce temps, Tilt infiltre le palais royal pour trouver la carte Joker, ainsi que toutes les cartes en sa possession, mais son assurance maladie dépassée le trahit. Au moment le plus faible, Young arrive avec son armée de mini-sbires et le capture, pour réaliser que c'était sa maîtresse depuis le début. D'autre part, pendant que la petite fille dort la nuit, elle se souvient comment sa capacité à ôter la vie à quiconque elle déteste a tué son tuteur après qu'il l'ait abusé pour la énième fois, et elle s'en sent coupable. Comme Wendy porte aussi sa part de culpabilité en ce moment, elle la suit quand elle sort prendre l'air. Elle parle de la faiblesse de Wendy, maudite par une carte si puissante qu'elle ne peut la contrôler, et la fille lui confie avoir tué son tuteur malgré elle, simplement parce qu'elle ne maîtrisait pas sa capacité. Après cette séance de thérapie gratuite, les filles promettent de devenir fortes ensemble, tandis que Chelsea écoute toutes leurs conversations en douce. Le lendemain matin, après une virée shopping spontanée et un festin gratuit aux frais de Wendy, les filles se dirigent vers une station-service, pour être attaquées par une méduse des temps modernes de la famille Klondike, qui, sans surprise, en veut à la carte de Wendy. Au début, cette garce essaie de jouer les Shikamaru version féminine avec ses ombres pratiques et s'en prend à la gamine sans défense. Quand Wendy tente de jouer la super-héroïne, pensant pouvoir surpasser cette méchante en charisme, ses ombres l'engloutissent entièrement. La petite fille essaie désespérément de la sauver, mais en vain. Cependant, quand tout le reste échoue, elle invoque son démon intérieur. Et après toutes ces grandes paroles, Love P sauve rapidement son pauvre cul de raté. Reine de la destruction, elle met le feu à tout l'endroit, et la méduse en herbe retire son manteau, espérant que le fanservice la sauvera d'être rôtie. Cependant, Love P s'en fiche complètement et lui tranche le cou. Avec sa relation ravivée avec Wendy, elle promet à la petite fille de venir à son secours chaque fois qu'elle sera en difficulté. Mais des voitures de police ruinent leur chance de devenir les meilleurs amis. Alors que Chelsea et la gamine partent,
Wendy reste pour s'assurer que Miss Méduse soit capturée, mais Sugar refuse de croire ses bobards et la capture elle aussi. Après avoir réussi ce coup ultra risqué, Sugar retourne à la base militaire super secrète où la police collectionne tous les joueurs de cartes comme des Pokémon. Un élégant type Cendrillon lui apporte un paquet de cigarettes de Young, tandis que l'homme lui-même entre pour faire un marché risqué avec le roi damoiseau. D'autre part, High Card célèbre leurs retrouvailles dans des circonstances si étranges. Et tandis que les garçons taquinent Wendy sur le poids supplémentaire sur ses fesses et Léo sur sa vie amoureuse inexistante, ils regrettent Chris, qui est toujours à l'hôpital. Au même moment, Tilt et Zenon discutent Zoidburst, la maîtresse de Pinkett, et de son coup stupide sur la carte Joker bien-aimée du roi. Alors que Tilt se souvient qu'elle n'a fait ça que parce qu'il ne pouvait pas bouger le petit doigt avec son assurance maladie expirée et s'en sent coupable, Zenon se demande ce qu'ils vont donner à manger à San Galgano maintenant que les cartes ont été volées par la police. De retour dans la prison improvisée, Léo rassure tout le monde qu'ils seront libérés dès que la police stupide apprendra à ne pas chercher des noises au grand, mais Sugar, qui écoutait aux portes comme une fouineuse, déclare que ses jours sont révolus et que l'ère de la police commence. Au même moment, Young trompe le roi avec un porte-carte vide et exige de connaître la vérité sur les cartes et le travail de leur collecte en échange de la collection. Ce coup lui vaut une audience privée avec le roi, au cours de laquelle il révèle qu'il y a une taupe au palais qui a divulgué les informations sur la carte Joker et son emplacement au gang mafieux. Pendant ce temps, Sugar utilise ses compétences d'interrogatoire de niveau primaire contre Burst et l'interroge sur Iris, révélant qu'elle sait qu'elle n'est pas morte et qu'elle vit en périphérie de la ville. En fait, quand elle l'a interrogée, la fille a révélé qu'elle avait été menacée par un groupe de maniaques et avait dû rendre sa carte en échange de sa vie. Sugar pense que c'était elle et sa petite carte sournoise qui l'aident à devenir quelqu'un d'autre et à utiliser leurs capacités, mais Burst reste silencieuse. Frustrée, Sugar, obsédée par le pouvoir, affirme qu'elle la fera chanter comme un oiseau bientôt, mais ses gros bras débarquent alors dans leur cachette et massacrent tous les gardes qui se mettent en travers de leur chemin. Au moment où les acryliques coûteux de Xénon plongent tout le monde dans leur pire cauchemar, Burst saute de sa chaise et donne une leçon à cette garce arrogante. Son existence arrogante étant hors de propos, elle trouve toutes les cartes volées à l'intérieur du paquet de cigarettes que Young lui a envoyé. Pendant ce temps, Bernard prouve une fois de plus pourquoi il est le DI-Elf le plus sexy qui existe. Il sort une bombe artisanale qu'il avait cachée dans sa chaussure et l'utilise pour réaliser la plus cool évasion de prison de l'histoire. D'autre part, Burst refuse de donner à Tilt les cartes qu'elle a trouvées et tombe sur les potes de Pinocle. Mais le soumis la suit juste après. Cependant, avant qu'une guerre de gang n'éclate, Tilt commence à halluciner sur San Galgano et tombe à genoux tandis que Burst essaye de l'aider. Cependant, comme il est plus un aimant à cartes qu'un aimant à filles, il la repousse alors que toutes les cartes commencent à lui coller et le roi de pique gagne, qui est la carte de San Galgano. Alors qu'il subit sa transformation à la Winx Club, Burst commence à paniquer et refuse de lui donner d'autres cartes. Cependant, elle réalise vite que son petit ami est une cause perdue et joue sa carte maîtresse, la X-Hand, pour le sauver. En échange de sa vie, elle essaie de le ramener, mais son saignement de nez l'en empêche. Sur ce, San Galgano essaie de tester sa lame sur elle, mais Finn la sauve. Juste après, Chris débarque avec sa voiture de luxe et essaie de transformer le sosie de Dark Vador en une galette de conserve écrasée, mais son armure l'en empêche. D'autre part, un Finn sous adrénaline utilise son pistolet bon marché pour lui faire avouer pourquoi il a fait un barbecue de ses parents, alors qu'il y a plein de poulets dehors, mais Chris le sauve avec une étreinte amoureuse dramatique. Cela énerve San Galgano, car il n'a jamais été couché, et il pique une crise. Chris l'exacerbe encore plus avec son charisme ultra cool et le paquet de cartes qu'il a volé, pour finalement se faire botter le cul. Léo et le reste de son équipe inutile réalisent aussi que le code de triche de Chris n'est pas encore complètement revenu, mais aucun d'eux n'intervient, même quand le Dark Vador le tient à la gorge, jusqu'à ce que le dieu de l'armure scénaristique entre lui-même et arrête le temps pour tout le monde, sauf Finn. Ce Sigma branché téléporte Finn dans le passé et lui dit de s'asseoir et de se détendre pendant qu'il lui raconte la véritable histoire de leur monde. Finn demande à ce type s'il n'est qu'un autre joueur avec un doctorat en histoire mondiale pour apprendre qu'il est leur dieu, Lala lui-même. Il commence l'histoire de l'obsession du pays pour le poker, remontant à l'époque lointaine où il n'y avait que 4 tribus différentes, toutes en guerre les unes contre les autres. Même lorsque l'Empire britannique en fit sa prochaine cible d'invasion, les chevaliers des 4 tribus maintinrent leurs querelles personnelles sur les corps de leurs civils. Parmi ces salauds égoïstes se trouvait un alpha vraiment mignon, qui même après avoir perdu toute sa famille, priait pour la paix mondiale et la sécurité de ses chevaliers. Sa chevalerie impressionna tellement Lala qu'il décida de quitter le ciel pour lui et créa les toutes premières cartes de poker de l'histoire avec des codes de triche surpuissants.
Cependant, les chevaliers obsédés par les querelles refusèrent de faire d'un tel gringalet leur roi, et San Galgano, leur commandant, tenta de le couper en deux, mais le pouvoir de l'armure scénaristique le sauva. Lala savait que ces maniaques ivres de pouvoir ne seraient n'en pas convaincus à moins qu'ils ne satisfassent leur avidité, alors il leur offrit le pouvoir de ses cartes en échange de leur adhésion au boys band emo du futur roi. Comme prévu, le premier à accepter l'offre fut l'avidité de San Galgano. Mais juste au moment où tout le monde pensait que son arc de gentil allait commencer, sa soif de pouvoir prit le dessus, et il tua le réceptacle de Lala. Après cela, il emprisonna le pauvre roi, pensant qu'il était mieux placé pour régner. Cependant, son plan fut stoppé quand l'ancêtre de Finn, avec le 2 de pique, fit irruption avec son ancien pistolet et le défia en duel. Évidemment, ce faible perdit face à l'épaisse armure scénaristique de San Galgano, mais son noble sacrifice éveilla une certaine honte chez les autres chevaliers. Grâce à cela, ils s'opposèrent aux sosies de Dark Vador et libérèrent leur roi, qui décapita le rebelle plus tard, mais son esprit vengeur posséda sa carte. Finalement, tous les autres utilisateurs moururent aussi, et leurs esprits furent transmis à la génération suivante. D'autre part, pendant de nombreuses années, le roi régna paisiblement sur le royaume jusqu'à ce que son heure vienne. Sur son lit de mort, Lala vint le voir et lui demanda de le tuer de ses propres mains comme un dernier acte de miséricorde et de mettre fin à toutes les conneries qui venaient avec les cartes. Cependant, à ce stade, le roi était tout aussi obsédé par le poker que n'importe qui d'autre et le manipula pour lui faire croire que la seule raison pour laquelle San Galgano était devenu incontrôlable était qu'il n'avait pas assez de pouvoir sur lui, et non parce que les cartes étaient trop puissantes pour que de faibles humains les manient. À sa demande, il créa une 53e carte, le Joker, avec le pouvoir de couper la connexion entre toutes les autres cartes et leurs utilisateurs, les rendant essentiellement inutiles. Après cela, les cartes furent cachées dans le palais royal pendant des années, jusqu'à ce que les seigneurs des rebondissements libèrent l'esprit de San Galgano. Sa seule existence répandit tant de chagrin dans le monde que les cartes quittèrent automatiquement leur confinement au sein du palais et cherchèrent leurs nouveaux joueurs, que le cupide Dark Vador finit par tuer afin de pouvoir consommer toutes les cartes. Son ivresse de pouvoir le mena plus tard au palais pour tuer la carte Joker, ce qui l'échoua encore une fois et le cycle de sa malédiction continua. Selon Lala, même si les joueurs du passé n'étaient montés que de simples faibles, ceux d'aujourd'hui sont assez forts pour détruire le Joker si nécessaire, c'est pourquoi le monde est au bord du chaos. Il jacasse ensuite sur la folie des humains et leur obsession du pouvoir, alors que cela ne fait que les rendre plus misérables à la fin. Quand son histoire larmoyante se termine, Lala joue la victime et demande à Finn de mettre fin à sa misère et d'effacer toutes les cartes de l'existence en le tuant, sauvant ainsi Chris et Tilt de la lame et de la vengeance de San Galgano, mais surtout lui-même de tous les traumatismes qu'il a vus depuis l'enfance. Cela l'énerve, et Finn lui dit que c'est à cause de sa vilaine frange qu'il ne peut pas voir à quel point sa carte l'a rendu heureux tout au long de sa vie, car elle a été son seul ami depuis le début. Après avoir repoussé sa boule de dieu en herbe dans son corps, il convainc Lala, avec son Tolk no Jutsu, qu'il sauverait tout le monde de leur misère avec le pouvoir de l'amour. Et Lala ne fait que soupirer, réalisant qu'il est tombé lui aussi sous le charme de son aura de protagoniste. Revenant au présent, Finn tire une balle sur l'épée de San Galgano, déclenchant son SSPT du passé, et sauve Chris. Après avoir donné un coup de pied en plein dans le vilain visage du chevalier, il attrape la main de Chris, rappelant au pauvre chevalier qu'il est et sera toujours la 5e roue du carrosse, et s'enfuit. Cependant, même si le chevalier pique une crise à ce sujet, Xenon maintient son rôle de traumatiseur et dit à Finn qu'il aurait dû le recruter la nuit de l'incendie. Quand le pauvre garçon lui demande d'élaborer, il ne fait que sourire, poussant Finn à lui tirer dessus. Ce connard branché se sauve en prenant Chris en otage et pointe ses griffes de Wolverine sur Finn, mais San Galgano l'imite et lui tranche le bras en deux, sauvant ainsi Finn. Au moment où tout le monde essaie de comprendre ce nouveau développement, Tilt défait son cosplay de San Galgano et Owen apparaît. Ressemblant à un maniaque privé de sommeil, il tire sur Tilt et capture Zénon dans son labyrinthe rouge, prouvant que son air de défonce à la coke est à prendre au sérieux. Une fois Tilt jeté dans sa dimension de détention, il tourne son attention vers Burst et commence à la tabasser, la blâmant, elle et les Klondike, d'avoir volé sa princesse Théodore. Cependant, juste avant qu'il ne la jette elle aussi dans son labyrinthe, Finn pointe son arme sur lui, disant qu'il ne laissera plus jamais les cartes causer de malheur à qui que ce soit, car c'est la nouvelle mission de Highcard. Au moment où tout le monde se demande quand il a été promu chef, Chris sourit comme un petit ami fier et saute directement dans le trou de l'enfer pour sauver Burst. Pendant que Vijay le tire, Wendy frappe la petite garce d'Owen et Bernard ramasse les cartes, suggérant qu'ils devraient rentrer chez eux. Pendant ce temps, Xénon torture Tilt en confinement, et celui-ci a des flashbacks de la fête barbecue chez Finn. Plus tard, alors que Chris offre du fanservice, Finn dit qu'il ne veut pas tant se venger du Chevalier Noir qu'apprendre la vérité,
sur ce qui s'est passé, juste pour se rapprocher un peu plus de l'âge adulte. Plus tard, alors que Léo interroge Burst et lui dit de révéler tout ce qu'elle sait sur les Klondike en échange de la vie de Tilt, Owen s'oppose à le laisser vivre, car il est tellement obsédé par la vengeance qu'il se transforme en Sassaquette. D'autre part, alors que le roi du sadisme se délecte du visage torturé de Tilt, il lui révèle qu'il a utilisé sa capacité pour déformer ses souvenirs et que Ban lui a fait faire cela parce qu'il avait besoin de San Galgano. Cela met le chevalier noir en pilote automatique, et alors que Xenon s'excite encore plus en imaginant toutes les fessées qu'il va lui donner, il gâche sa fête et le tranche d'un seul coup rapide. Après cela, il passe en mode Super Saiyan et s'échappe de la dimension d'Owen. Voyant cela, Burst parle enfin pour la première fois depuis toujours et les supplie de sauver Tilt, car il ne faudra pas longtemps avant que San Galgano ne tue la carte Joker. Alors que tout le monde refuse de croire les conneries qu'elle raconte, Finn dit qu'elle dit la vérité puisque Lala lui-même le lui a dit. Cela fait se demander à ses potes s'il n'a pas pris des pilules bizarres dernièrement, mais Léo en déduit que Finn est trop stupide pour inventer une chose pareille, donc il doit dire la vérité. Burst ajoute son grain de sel et manipule Léo en lui disant que Théodore est vivant, ce qu'Owen refuse de croire. Cependant, le fils à papa dit que même si cela signifie être Dalulu, il sauvera son père, pour cela il a besoin de l'aide de Monsieur Blanche-Neige. Pendant ce temps, un Tilt vivant et libre appelle Ban, lui annonçant la mort de Xénon, et que Pinocle a encore une fois volé les cartes sous leur nez. En entendant cela, le patron macho se tourne vers le prince Jojo et le félicite d'avoir un fils qui n'est pas aussi inutile qu'il le pensait, et ce dernier commence à jacasser sur le fait que c'est leur tradition familiale. Cela déclenche à nouveau Ban, et il évoque le passé, demandant s'il pense que ces soi-disant règles sont réellement utiles. Au même moment, Young en a marre de jouer le thérapeute gratuit de Sugar après son échec historique à vouloir devenir une dure à cuire, et sort pour une cigarette bien méritée, seulement pour se faire fumer par un homme encapuchonné avec une dague, envoyé par la famille royale, simplement parce qu'il les a offensés en se mêlant de leurs problèmes familiaux. D'autre part, Vijay et Wendy sont envoyés soumettre les cartes au roi Psycho, et Léo, avec ses deux sbires, sont envoyés secourir leur Raiponce, inspiré de Jojo. Tandis que Chris reste avec Bernard pour garder Burst, avant que le groupe ne parte, Léo est sur le point de donner encore un de ses longs discours moralisateurs. Cependant, le roi fait irruption à ce moment précis, sauvant les oreilles de tous. Plus tard, il accompagne Finn et Léo dans leur mission top secrète, mais Léo le laisse derrière, tel un chien de garde, pendant qu'il se dirige vers le bâtiment abandonné où Théodore est piégé. Au même moment, Sugar pleure la mort de Young et jure de perpétuer son héritage, révélant tous les sombres secrets que la famille royale dissimule. Pendant ce temps, Vijay et Wendy surprennent le roi avec les cartes qu'ils ont collectées, mais refusent de les lui remettre, affirmant qu'ils ne pourraient de toute façon pas s'en occuper, vu son état. Cela déclenche sa fragilité, et alors qu'il est pris d'une crise en étant confronté à la dure vérité, il rappelle au duo qu'ils ne sont que les chiens de Théodore et ne peuvent pas lui donner d'ordre. Plus tard, le plus grand rebondissement se révèle. La taupe du palais n'est autre que le troisième prince, qui appelle Ban et Jacasse sur la façon dont il lui a divulgué des informations sur l'ex-aveugle, l'emplacement du Joker et même l'assassinat du premier prince. Mais il n'a pas avancé d'un pouce pour devenir le prochain roi, car son père toxicomane et son deuxième fils intello sont toujours en vie. Même s'il lui rappelle comment il s'est débarrassé de Young pour lui, Ban lui raccroche au nez, ayant de meilleures choses à faire, comme profiter de son premier rendez-vous depuis toujours avec Théodore. À ce moment précis, alors que Léo et sa compagnie font irruption dans le bâtiment, ils le découvrent vide. Cependant, Owen remarque rapidement la chaise encore chaude laissée par Théodore et en informe Léo. Mais à ce moment-là, il est déjà trop tard, car Ban opère sa magie pour ajouter 3 Pokémon de plus à sa collection d'otages. En se réveillant et en voyant Théodore, Léo rampe vers lui, seulement pour que ce bâtard constipé lui fasse la leçon, le traitant de plus grand perdant de l'existence. Cette réunion peu émouvante rappelle à Ban son propre père et à quel point il avait désespérément voulu le sauver il y a longtemps, et il raconte à Léo une histoire d'il y a 25 ans. Il s'avère que son père politicien a été grillé par la police lors d'une de ses fêtes, et quand il a essayé de remonter le temps pour le sauver avec une main X, Théodore l'en a empêché, ne lui laissant qu'un œil de goule, le prix à payer, pour avoir joué une main X. Après cela, il est devenu le Ken Kenki, local de la ville, et a ensuite fondé sa mafia personnelle pour venger son père, ce qui le ramène au présent. Cependant, juste avant qu'il n'arrive au plan de vengeance, Tilt revient et lui demande pourquoi il lui a menti à propos de ses parents, seulement pour qu'il sourie et dise que c'était uniquement pour rallier San Galgona à sa cause. Cela l'énerve, et alors qu'il se jette sur lui pour lui botter le cul, Bayonne lui montre ce qu'est vraiment une bonne raclée. Léo en profite pour jouer les héros, mais le mafioso lui montre rapidement qui est le patron.
Alors qu'il transforme l'enfant pistonné en piñata humaine et tente d'effacer son existence avec un pistolet de course de taille humaine, Théodore embrasse enfin la parentalité et protège le pauvre Léo. Cette petite cascade lui coûte ses yeux, alors il essaie de convaincre Ban de les laisser partir en utilisant son charme de demoiselle en détresse, seulement pour piéger le pauvre Ban en jouant une main X avec ses cartes à la place. Alors que cela le transforme en Super Saiyan aux 6 yeux, il tabasse le soi-disant seigneur Alpha, ce qui ne fait que le provoquer davantage. Les larmes aux yeux, le pauvre Ban lui demande pourquoi il a joué une main X lui-même maintenant, mais a refusé de le laisser la jouer à l'époque, malgré leur amitié, seulement pour qu'un tilt sous cocaïne ruine le moment de la révélation de la vérité. Cependant, comme Théodore n'est pas du genre à laisser un misérable faible lui voler la vedette, il le frappe jusqu'à l'oubli et tombe dans les bras de Ban, confessant qu'il essayait seulement de le sauver. Cela touche tellement le méchant qu'il entame son arc de rédemption et utilise une main X pour remonter le temps, sauvant Théodore et se sacrifiant à sa place. Quand le roi arrogant des Sigmas se réveille, il a un flashback de ce qui s'est passé et décide finalement d'embrasser Léo, faisant réaliser à l'enfant pistonné qu'il peut enfin mourir en paix. À ce moment précis, un autre gars avec des problèmes paternels apparaît et donne un coup de pied à Ban au visage pour le bien de la famille, avant de subir sa transformation Winx Club et de manger Finn à la place. Suite à cela, Bernard informe Chris de l'enlèvement de Finn, tandis que Léo emmène Théodore au palais du roi. Il essaye d'expliquer au vieil homme fou qu'il devrait reporter le couronnement, mais son arrogance refuse de le faire changer d'avis. Il traite même Théodore de traître et Léo de salaud qui l'a corrompu, seulement pour que le prince Jojo s'évanouisse. Chris, de son côté, part secourir Finn de San Galgano avec l'aide de Burst, malgré l'objection de Bernard. Pendant ce temps, Finn a des flashbacks de son 7e anniversaire, le jour de l'incendie, et il s'avère qu'incroyablement, Tilt est son frère aîné. Alors qu'il traversait encore sa phase émo-rebelle, il a offert à Finn la carte de pique, qui correspondait à son roi de pique, et l'a félicité pour son anniversaire. Finn, qui était le président du fan club de Tilt, ne pouvait être plus heureux, mais leurs parents n'allaient pas laisser Finn attraper son énergie émo. Alors ils l'ont éloigné de lui. Pendant qu'il fait ce rêve, Léo et sa compagnie apprennent la bêtise de Chris et tentent de le rejoindre, seulement pour que les gardes efféminés du roi les en empêchent. D'autre part, Chris essaie de réanimer Burst, mais échoue, même en utilisant leur traumatisme partagé d'avoir joué une main X comme levier. Il apprend en outre qu'elle a déjà joué une main X et qu'elle en subit les conséquences maintenant. Cependant, avant qu'il ne puisse apprendre quoi que ce soit d'autre, Sugar apparaît et dit qu'elle a besoin de son aide. Pendant ce temps, le rêve de Finn continue alors que Ban et Zenon, plus jeunes et plus élégants, visitent la maison de ses parents et Tilt le cache dans le placard avant de les affronter, seulement pour découvrir qu'ils ont tué leur mère et qu'ils sont après leur père. Une fois que les mains magiques de Ban le transforment aussi en chair à canon, il dit à Tilt de rendre les cartes qu'il a volées immédiatement, seulement pour déclencher la prise de contrôle de San Galgano. Plus tard, quand Finn s'est échappé du placard une fois la maison incendiée, il a trouvé San Galgano, qui a pointé son épée sur lui, le faisant se pisser dessus. Cependant, en réalité, il voulait plutôt menacer les méchants afin qu'ils ne fassent pas de mal à Finn. C'est alors que Finn se réveille en sursaut en voyant le visage dégoûtant de Tilt et se retrouve à l'intérieur d'une maison similaire à celle qui a brûlé. Alors qu'il se demande ce qui se passe, Tilt lui dit qu'il l'a kidnappé afin qu'ils puissent rester ensemble dans cette maison pour toujours, ou du moins jusqu'à ce qu'il développe le syndrome de Stockholm et retombe amoureux de lui. Finn, qui en a eu assez des rebondissements dans sa vie, dit qu'il ne le croit pas du tout et essaie de s'échapper, seulement pour se retrouver dans une pièce remplie de ses photos et de ses allées et venues. Alors qu'il apprend que son soi-disant frère n'est pas seulement un frère obsédé, mais aussi un harceleur en série, il est frappé par un autre rebondissement, et Tilt révèle qu'il a utilisé la main X de Burst pour changer son apparence et rester près de lui sous la forme de Monsieur Apple. Suite à cela, alors que Finn sort son arme sur Tilt, Chris et sa compagnie font irruption dans la pièce, seulement pour que Tilt le traite de rival amoureux et invoque l'épée de Sangalgona pour le clouer au mur. Voyant cela, Finn lui dit que Chris est plus un grand frère pour lui qu'il ne l'a jamais été et se précipite à son aide, seulement pour que ce rejet déclenche Sangalgona, une fois de plus. Pendant qu'il le prend le contrôle, Burst jacasse sur le fait qu'il est sa seule famille, pour qui elle s'est sacrifiée avec une main X 2 fois et n'hésitera pas une 3e fois. Cependant, le Sangalgano maintenant transformé, lui dit que le prince Emo est parti depuis longtemps alors qu'il lui saisit le cou pour le briser en deux, seulement pour que le pistolet inutile de Sugar la sauve. Cela rappelle à Sangalgano que sa vraie mission est de tuer le Joker, alors il s'élance pour le faire, au lieu de s'occuper du drame familial de Finn. Pendant ce temps, il crie à Chris juste avant de passer enfin dans l'au-delà, seulement pour que Burst propose de le ressusciter pour la énième fois. Il s'avère que le Riz de Chris a fonctionné sur elle dans la voiture, grâce à quoi elle utilise sa capacité à se transformer en lui, et joue
une main X. Alors que Finn salive en voyant deux Chris dans la pièce, Burst perd la vie, et Chris revient à la vie, tout nouveau et amélioré. Avec cela, les deux partent à la poursuite du fantôme de Saint-Galgono et jurent de sauver le monde avec le pouvoir de la bromance. Assez tôt, le couronnement du nouveau roi fait des vagues, seulement pour provoquer un tollé public. Il s'avère que les gens qui adoraient autrefois leur cher monarque s'élèvent enfin contre cette culture royale, simplement parce que les récents événements suspects les ont amenés à douter de ses intentions. Pendant ce temps, alors que la Ligue de Justice autoproclamée se prépare à l'action, San Galgano apparaît au palais et commence son plan barbecue en commençant par les personnages secondaires en garde. À ce moment précis, Wendy apparaît pour le traquer pendant que Vijay s'occupe des manifestants. Léo, de son côté, jacasse à nouveau sur leur description de poste qui a été mise à jour pour sauver les gens du malheur causé par les cartes et non plus seulement voler le jeu de poker lui-même. Pendant ce temps, alors que le pauvre cul de Wendy se fait démolir par le Chevalier Noir, Finn apparaît avec son pistolet joué, qui ne fait presque aucun dégât. Voyant que son pote est en difficulté, Chris prend le relais pour botter le cul et écrase le soi-disant Dark Vador avec sa voiture avant de faire une entrée Reese amplifiée. Cependant, tout son Reese part en fumée lorsque le Chevalier Noir se relève une fois de plus, avec la voiture à $1 million de Chris qui a été réduite en cendres. Voyant que tout est cuit, Wendy invoque une version plus sexy d'elle-même avec une meilleure teinture capillaire et de la chirurgie plastique. Dès que Love P apparaît, elle donne un coup de pied dans les couilles du badass Sen Galgano et lui fait perdre son complexe de dieu. Cependant, juste au moment où la fête commence, l'inutile armée royale tire une salve de missiles sur la contrefaçon de Dark Vador, seulement pour rater sa cible et se faire fumer plus tard. Au même moment, Théodore se rend à la cérémonie de couronnement du nouveau prince charmant et la gâche, arguant qu'elle doit s'arrêter immédiatement car San Galgona est juste à la porte. Quand le prince constipé refuse toujours de changer d'avis, Léo décide qu'il en a assez de ces conneries et invoque sa mitrailleuse à $1 million, lui disant qu'il écoute son père tout de suite ou qu'il finit en gruyère. Pendant ce temps, le roi effectue son rituel vaudou en bas et le soi-disant Dark Vador fume quelques personnages secondaires seulement pour que Chris et Finn viennent gâcher sa fête. Ils essaient d'utiliser le plan A contre lui, la bonne vieille manipulation émotionnelle. Cependant, juste au moment où ils pensent que le Tok no Jutsu fonctionne, un idiot tire une roquette sur le Chevalier Noir, tuant toute conscience restante de Tilt. Après cela, ces faibles ouvrent le feu sur le pauvre gars assoiffé de sang, seulement pour se faire démolir d'un seul coup de son épée, Walmart, alors que le grand gars arrive au sous-sol. Chris sauve de justesse son pote et l'aide à se relever, et ils passent au plan B. Pendant ce temps, le troisième prince embrasse enfin son côté obscur et saute sur son frère aîné avec un poignard à la main, révélant que c'est lui qui a tué le premier prince et le jeune petit malin. Il se vante ensuite d'être sur le point de devenir la prochaine grande chose après avoir blâmé San Galgono pour la future mort de son frère, seulement pour se faire remettre les idées en place par nul autre que Sugar. Se perdant avec un complexe de dieu, lui dit qu'elle n'est rien comparée à sa position élevée et puissante, mais Sugar donne un coup de pied au capitalisme en plein dans les couilles et lui enfonce le pistolet dans sa sale gueule, faisant pisser le lâche dans son pantalon. Finalement, elle l'arrête parce qu'elle est elle-même trop poule mouillée pour appuyer sur la gâchette pendant que le grand patron arrive au petit pays des merveilles du roi. Cependant, quand il attaque le vieux clochard, la carte Joker le protège avec son armure scénaristique par balle. Finn et Chris suivent juste après, mais ce dernier est immédiatement transformé en poisson humain. Alors que Finn essaie de discuter avec le roi de l'entêtement, mais tout est en vain, car il pense que son armure scénaristique le sauvera quoi qu'il arrive. Heureusement, il apprend rapidement qu'il n'est qu'un personnage secondaire inutile, alors que San Galgono brise son bouclier, après quoi le Talk no Jutsu de Finn fonctionne sur lui, et il s'enfuit. Cependant, puisque Finn est le roi de tous les escrocs, il s'avère qu'il a remplacé la vraie carte Joker par une fausse en disant à la vieille mégère de courir, et il l'utilise comme appât pour jouer au chat et à la souris avec le pauvre chevalier. Cela se passe bien pendant les premières secondes, mais une fois que le Dark Vador de supermarché est démasqué, il s'en tient à son dernier mouvement. Utilisant une version de troisième ordre de Hollow Purple, il prive Chris d'un de ses bras et fait un trou dans le plafond, après quoi il capture Finn et essaie de l'avaler entier. Chris de son côté n'est pas prêt à laisser qui que ce soit d'autre. Alors il appâte le gros balourd avec un tas de cartes que Burst leur a laissé et finit par se faire manger à la place. Cependant, il s'avère que c'était le plan B depuis le début, et Chris utilise ses mains habiles pour retirer la carte San Galgano de ses entrailles collantes, dépouillant Tilt de son costume d'Halloween. Suite à cela, Tilt se transforme en roi du fanservice, ce qui le rend instantanément un aimant à admirateur servile pour San Galgano à nouveau. Cependant, cette transformation n'aboutit pas car Finn lui tire une balle dans la tête après avoir jacassé sur le fait qu'il aurait vraiment aimé sauver son cher frère.
Cela le transporte au pays des flashbacks où il fait ses adieux en larmes à Tilt alors qu'il est emmené par Lala. Plus tard, Finn se réveille, entouré de sa nouvelle famille, et Chris lui tapote la tête, promettant d'être un bon remplaçant. À ce moment précis, Finn réalise que c'est déjà son anniversaire. Et comme cadeau d'anniversaire cette année, Tilt lui a laissé sa carte. Suite à cette chaîne d'événements, la famille royale accuse la mafia Klondike pour le raid sur le palais, mais cela se retourne contre elle car Sugar divulgue l'implication du troisième prince dans le chaos actuel aux médias. Cela menace de mettre fin au règne du roi Psycho, mais Pinoche le s'en moque éperdument car leur description de poste a mis à jour leur rôle à celui de ligue de justice locale de la ville, au lieu des nettoyeurs personnels du roi. Cela nous amène à la fin des aventures TASFIN en tant que Kissboy professionnel. Merci d'être resté jusqu'à la fin, légende absolue. Commentez belle bromance ci-dessous pour nous faire savoir que vous avez apprécié. Aimez, abonnez-vous et cliquez sur l'écran pour regarder d'autres de nos vidéos passionnantes. Jusqu'à la prochaine fois, restez géniaux, restez anarchie.